En fait, je suis heureux d'être ici avec vous, de voir que vous êtes tous des gens impliqués de près ou de loin avec des comités locaux, des coopératives, développement économique local, groupes de jeunes et autres. Donc, je crois que dans la présentation, il y a peut-être plusieurs éléments que vous ici avez déjà une expérience directe, concrète de beaucoup d'enjeux. Moi, de mon côté, pour me présenter, j'ai 33 ans, je viens de la région de Montréal, j'ai été à Québec un peu. Je viens du champ de la philosophie. Donc, je suis quelqu'un, on peut dire, bon, la philosophie, c'est dans les nuages, dans les idées. Mais pour la thèse de doctorat, en fait, je me suis beaucoup intéressé à la question de la démocratie participative dans les villes. Donc, comment les citoyens peuvent avoir une voix, un rôle à jouer, et veulent avoir une influence sur ce qui se passe dans leur milieu de vie. Donc, ça, c'est vraiment les choses qui m'ont intéressé. Donc, même si je suis en philosophie, j'essaie d'avoir un aspect appliqué pour que les idées puissent agir dans le monde. Donc, ma thèse portait sur la démocratie participative dans la ville. Et par la suite, pendant que je rédigeais ça, je me suis impliqué dans des mouvements, un peu le mouvement étudiant. Ici, je ne sais pas s'il y a eu le mouvement Occupy à l'époque. Donc, occupation de place publique, c'est plus dans les grandes villes, Montréal, Québec, il y en avait eu un. J'ai été à Québec pendant 8 ans, et là, je me suis dit, bon, un mouvement comme ça dure pendant près un mois. Comment après on peut faire vivre la démocratie? Au-delà des camps, c'est bien pendant un temps, mais après, comment on est capable de transformer la ville pour la rendre plus ouverte, plus démocratique, source d'innovation pour créer des emplois pour les gens, comment la rendre vivante vraiment, pour tous les gens, pour tous les groupes d'âge. Donc ça, c'est des choses qui m'ont intéressé. Et puis, en lisant différentes choses, en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde, je me suis rendu compte qu'au Québec, on fait beaucoup de choses aussi, mais c'est comme si on n'avait pas une vision élargie de comment la municipalité, comment le contexte, le gouvernement municipal pourrait être le tremplin pour essayer de changer les choses à plus grande échelle. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « À nous la ville ». Donc, c'est un livre, en fait, qui porte sur la question des villes. Ville, on dit ici ville, je vais faire peut-être une petite distinction. C'est pas juste les grandes villes. C'est pas la grande métropole de Montréal. Ici, là-dessus, c'est une ville de plusieurs milliers d'habitants, mais ça peut être aussi des plus petites municipalités, des villages aussi, et voir comment les villages, les villes peuvent faire des liens, pour être capable de s'auto-développer, créer des liens de solidarité pour essayer de changer les choses. Donc ça, c'est vraiment les différentes choses que j'ai amenées dans mon livre. Et dans le cadre de ma présentation, je vais vous donner des images, des exemples de choses que j'ai observées ailleurs. J'ai hâte d'entendre ce pouvoir sur ce qui se passe ici. Donc, je suis arrivé plus tôt, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de gens d'entre vous pour commencer à faire une petite idée des choses qui se font, des initiatives, des projets, des coops qui naissent ici. Puis voir après comment la municipalité peut aider. Donc, conseil municipal ici, c'est intéressant de voir. Je ne sais pas s'il y a les enjeux, s'il y a des liens de partenariat, collaboration. Parfois, il y a des conflits entre des initiatives, des mouvements citoyens puis les représentants. Voir comment est-ce qu'on fait pour créer des liens pour faire avancer les choses. Donc, ça, c'est des choses que je voudrais essayer de présenter dans la conférence ici. Est-ce que c'est assez clair jusqu'à maintenant? Et donc, peut-être un petit point aussi, depuis 2 ans, en fait, je suis devenu professeur d'université. Donc, à l'Université de Saint-Paul à Ottawa, qui est une toute petite université de 1000 étudiants qui est affiliée à l'Université d'Ottawa. Puis, j'ai eu la chance, avec une jeune équipe de professeurs de genre début trentaine, de créer un nouveau département de A à Z qui portait sur les innovations sociales. Donc, ça touche l'économie sociale, le développement local, économique, social, ça peut toucher les initiatives citoyennes, initiatives environnementales, pour essayer de changer les choses. Donc, dans nos cours, on essaie de voir quels sont les enjeux, les problèmes, les inégalités, les sources d'exclusion qu'on peut voir, et comment on fait des projets concrets comme ici, le lieu, par exemple. On pourrait dire que c'est une innovation sociale, même si vous ne l'avez peut-être pas appelé comme ça. C'est un projet qui sert la communauté dans son ensemble pour faire différentes choses. Puis on essaie de montrer à nos étudiants comment ils peuvent faire des projets, des petites entreprises, des coops, OBNL, qui peuvent faire une différence après dans leur contexte de vie. Puis mon livre, en fait, même si je n'étais pas prof quand je l'ai écrit, j'ai développé plein d'outils comme ça pour dire comment on peut faire des innovations dans les villes, dans les villages, pour essayer de changer les choses. Donc, dans le thème de ma présentation, je ne vais pas m'attarder à tous les problèmes qui existent dans le monde. Je vais commencer juste à exposer les grandes lignes.
mais vraiment être orienté vers ce qu'on peut faire pour essayer de changer les choses. Donc ça, disons, c'est les grandes lignes de ma conférence. Donc, pour commencer, peut-être le contexte de base, puis là, je vais répéter des choses qu'on entend souvent dans les médias, dans les journaux et tout ça, c'est de dire qu'on est dans un monde qui a la crise écologique. Donc, l'urgence d'agir, faire une transition vers une nouvelle forme d'organisation peut-être, de prendre ce qui existe aussi déjà et voir comment on peut essayer de rendre le monde plus accessible et répondre à des besoins directement. Si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera plus capable de vivre comme on vit là actuellement, comment on peut développer des trucs dans nos communautés pour essayer de faire les choses différemment. Donc, le livre, en fait, part d'un constat qu'il y a plusieurs enjeux différents. Au niveau de la démocratie, de plus en plus, on voit que les gens ont un peu moins confiance vis-à-vis les représentants élus. Donc, parfois, ça va bien au niveau municipal, au niveau provincial. Là, il y a des gens qui croient encore beaucoup à ce qui se passe, mais on voit une forme de désabusement, alors que peut-être dans les années 70, 80, 95, ici au Québec, on a eu le référendum, ça crée beaucoup de chicanes, je ne sais pas comment c'était ici à l'époque, moi je suis encore très jeune à cette époque-là. On a eu une grande période, et là, on fait une certaine tension. On voit de plus en plus d'endroits dans le monde où il y a la contestation, des révoltes, la montée de différents mouvements. Puis là, il faut essayer de voir est-ce que le système représentatif, tel qu'il existe, fonctionne encore. Dans mon livre, j'essaie de dire qu'il ne faut pas mettre tous les gens, dire que tous les élus, c'est des gens pas gentils. Ça, c'est un peu trop simple, disons. Mais voir comment on peut recréer des liens de confiance avec les citoyens. Comment on peut faire ce qu'on dit souvent de la politique autrement, mais souvent, ça reste un mot cru un peu. Et là, il faut aller voir quels sont les outils concrets pour amener la démocratie et essayer de réinventer les institutions. Donc, dans mon livre, j'essaie de dire, en fait, qu'il ne faut pas juste faire comme on fait là actuellement, s'impliquer un peu, ça, il faut faire vraiment. Il faut qu'on pense aussi comment on peut lier toutes ces petites initiatives ensemble dans un projet beaucoup plus gros qui pourrait voir comment on est capable de changer les choses pour reprendre du pouvoir sur nos vies en tant que citoyens. Donc ça, c'est vraiment la base de ma conférence. Puis là, je voulais partir de ça pour dire il faut qu'on imagine un projet de société beaucoup plus large. Et dans ce projet de société alternatif, on pourrait partir des villes et des villages, partir des communautés où on est, pour réinventer la démocratie et essayer d'accélérer la transition écologique à partir de où on vit. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse de base. Jusqu'ici, est-ce que c'est assez clair? C'est un peu la prémisse de base. Projet de transformation globale, mais qui ne passerait pas par une grande révolution, un truc brillant, mais qui partirait de la démocratie, qui ferait une transition progressive vers une nouvelle forme d'organisation de la société et de l'économie. Donc ça, c'est un petit peu la base de mon livre. Donc, mon plan de marche. Je vais commencer par vous présenter le grand courant du municipalisme. Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu ce terme un peu bizarre, municipalisme. Je vais commencer par avoir une définition un peu plus exacte de ce que ça peut vouloir dire. Des mouvements qui, à l'heure actuelle, s'inscrivent dans ça, parfois de façon consciente, parfois inconsciente aussi, et ailleurs dans le monde. Donc, je vais donner plusieurs exemples de ce qui se passe du côté de l'Europe, entre autres, l'Amérique du Sud, à différents endroits, puis il y a plusieurs courants qui s'inscrivent dans ce mouvement, qui essaient de changer les choses. Après ça, je vais essayer de montrer comment les citoyens et les villes peuvent dès maintenant essayer de changer le monde, de résoudre des problèmes au niveau économique, social et ainsi de suite, par des initiatives qu'on voit apparaître dans les villes, dans les villages, à partir des institutions et à partir des groupes de citoyens aussi. Après, je vais essayer de montrer quelques exemples, parce que là, je suis allé il n'y a pas très longtemps du côté de Barcelone, qui est une ville, en fait, qui a eu un grand mouvement de citoyens qui ont pris le pouvoir dans la ville, puis qui amène plein d'initiatives. Donc, je vais vous montrer les images concrètes, parce que je vais aller voir là-bas. Puis après ça, je vais montrer c'est quoi les problèmes, obstacles, les limites, les freins, qui font en sorte que les municipalités, dans le contexte actuel dans lequel on vit, même s'ils peuvent faire beaucoup de choses, sont un peu contraintes par la division des pouvoirs, par un manque de ressources, par les taxes municipales. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les municipalités ne sont pas aussi, outillées pour faire tout ce qu'elles pourraient faire. Donc, une des idées de base de ce mouvement, c'est qu'il faudrait décentraliser le pouvoir
pouvoir. Au lieu que ce soit tout concentré dans le gouvernement fédéral et provincial, il faudrait donner beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de pouvoir pour que les villes puissent devenir vraiment des lieux très vivants, dynamiques de démocratie et qui puissent faire des choses aussi. Donc, une des bases de ce mouvement-là, le municipalisme, de dire, au lieu de miser sur la centralisation du pouvoir, il faut plutôt donner du pouvoir plus aux villes pour qu'ils puissent faire des choses. Donc, ça, c'est une des idées de base. Peut-être on va pouvoir discuter. Après, si vous avez des critiques, des débats, des questions, on va pouvoir débattre un peu, parce que c'est une vision très large aussi. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs obstacles, des limites, et après ça, voir comment on peut développer des stratégies pour essayer de contourner ces différents obstacles. Donc, je vais montrer comment est-ce qu'on est capable de changer les choses, pour essayer de montrer pourquoi on ne peut pas tout changer dans le système actuel, puis comment on peut développer des trucs pour aller un peu plus loin aussi. Donc ça, c'est, disons, la structure de notre présentation. Pour commencer, bon, qu'est-ce qu'on entend par le municipalisme? La définition que je dis dans mon livre, c'est la municipalité peut être le tremplin d'une transformation démocratique de plusieurs dimensions de la société. Donc, ce n'est pas uniquement, disons, de s'investir dans le conseil de ville, le conseil municipal, de faire des choses, il y a ça, mais aussi comment, à partir de ça, à partir des initiatives qui partent de la base, on serait capable de redémocratiser la société. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Avoir une voix, une influence sur les différentes décisions qu'on prend ensemble. Être sur un conseil d'administration d'un groupe, d'un organisme, au sein d'une entreprise, au sein du conseil municipal, pour partager le pouvoir. Il y a les représentants élus qui ont beaucoup de pouvoir et qui doivent prendre des décisions concrètes. Parfois, il y a certains élus municipaux qui ont tendance à tout garder le pouvoir pour eux uniquement, cacher l'information pour vouloir que les citoyens s'impliquent. C'est des choses qu'on voit à différents niveaux. Là, comment on fait pour changer cette dynamique-là? Avoir une discussion, un dialogue, pour donner un peu plus de pouvoir aussi pour différentes initiatives. Donc ça, c'est une des idées. Et les deux grands pôles de ce mouvement. D'un côté, une des hypothèses que je fais dans mon livre, c'est que s'il y a certains dysfonctionnements dans la démocratie représentative, donc qui est basée sur le fait qu'on vote une fois tous les 4 ans pour des représentants élus, c'est qu'en s'impliquant dans la municipalité, en essayant de changer les choses, on pourrait peut-être inventer ou essayer de retransformer une forme d'auto-gouvernement du peuple par le peuple. En fait, le gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. Donc, c'est l'idée de base de la démocratie. Donc, faire en sorte qu'une ville, la municipalité, ne soit pas uniquement une administration, ce qu'elle est. Elle doit faire des choses, s'occuper, gérer les taxes, s'occuper des routes, s'occuper des aqueducs, des neigements, ainsi de suite. Mais que ça puisse devenir vraiment un lieu de discussion sur différentes affaires qui nous touchent. Puis on serait capable de recréer une communauté politique au sens fort du terme dans les villes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez acquis non plus. S'impliquer politiquement, si on trouve, bon, les gens ont envie de s'impliquer un peu indirectement, c'est pas toujours agréable, il y a plusieurs défis. Une des hypothèses que je fais, c'est que si on veut essayer de réhabiliter ça, c'est à partir des villages, des villes qu'on va être capable d'expérimenter. Si on veut faire à très large échelle, on ne sait pas comment faire, ça va être extrêmement difficile. Il y a plusieurs auteurs comme Alexis de Tocqueville qui disaient, en fait, les communes, les villages, c'est différentes écoles de la démocratie. C'est là qu'on peut apprendre à devenir des citoyens qui sont informés, qui peuvent faire des choses et ainsi de suite. Juste ici pour faire un petit sondage. Qui ici sont impliqués de près ou de loin avec ce qui se passe dans la ville ici, directement? Là-dessus. Quelques personnes. Conseil municipal, peut-être ici. Là, il y a quand même. Ouais, c'est ça. Peut-être que. Bon, je ne suis pas un public, parce que souvent, je vais faire des conférences, des jeunes dans des écoles. Des fois, on veut, mais ils ne nous gardent pas. Ils ne vous gardent pas, c'est ça. Ils ne reviennent pas sur ce qu'ils veulent projeter, ils font, mettons, un comité, mais ils ne l'utilisent pas. Le suivi, des fois, c'est ça, on crée un petit comité pour quelque chose. C'est comme, OK, comment on travaille? Comment on fait maintenant, c'est ça. Donc là, je suis ici, je aussi devant un public de gens qui sont impliqués de près ou loin dans différentes choses. Des fois, je vais voir des jeunes, je dis, est-ce que vous vous intéressez à la question municipale, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes disent, non, je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, avec la conférence, après, j'essaie de dire, il y a des choses que vous pouvez aller voir, essayer de vous impliquer, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc ça, c'est les toutes premières idées.
Autre élément que j'ai amené dans ce que je viens de dire, c'est que la municipalité aussi, à partir de son champ de compétences, peut avoir un rôle actif à jouer sur la question environnementale, sociale, démocratique, pour essayer de favoriser la transition. Donc, ici, en fait, c'est une vision que j'essaie d'amener, de dire que la municipalité, dans son champ de compétences actuelles, elle peut faire beaucoup de choses. Et il y aurait peut-être deux grandes façons de voir le rôle d'une ville. D'un côté, il y a une vision, en fait, qu'il y a un représentant élu du côté de Gatineau qui a dit une fois je suis asphaltiste. Donc il a dit moi, ma vision de la ville, elle ne doit pas s'occuper des bibliothèques, du développement culturel, elle ne doit pas s'occuper de l'environnement, de la justice sociale et tout ça. Elle doit s'occuper des routes, des poules, de l'asphalte, c'est son rôle à jouer. Puis elle doit juste faire ça, avoir les taxes les plus basses possibles, puis elle doit uniquement s'occuper de ça. C'est son rôle. Ça c'est une vision de la ville, puis il y a beaucoup de gens en place dans beaucoup de villes du Québec qui ont une vision asphaltiste. Donc, je crois que la ville devrait juste faire ça. La vision que j'essaie d'amener dans mon livre, c'est de dire la démocratie, au niveau des villes, elle peut se mêler aussi. La question environnementale, question développement économique, aussi qu'est-ce qui se passe dans la commune, développement culturel, développement social. Il y a plusieurs choses qui peuvent être amenées par la ville. Donc, il y a des gens qui disent qu'une vision très étroite de la ville qui doit être administrée comme une entreprise uniquement. Et d'autres gens qui disent, mais ça doit être ça, ça doit être plus que ça, de faire autre chose aussi. Puis dans mon livre, j'essaie de dire que, puis là, il y a peut-être des débats ici qu'on pourrait avoir, plus d'un côté ou de l'autre. La thèse que j'amène, c'est que les villes ont un rôle stratégique, essentiel à jouer sur différents plans. Il ne faut pas juste attendre que les autres niveaux de gouvernement fassent des choses. Il faut que les autres niveaux de gouvernement, en fait, agissent aussi. Mais si on n'est pas capable de reprendre en main différents pouvoirs et faire des choses à partir des villes, on va attendre très très longtemps pour que les choses changent. Donc ça, c'est une des idées de base. Ensuite, les courants théoriques. Je vais aller vite un peu sur ça. Mon livre, c'est pas moi qui ai inventé le mot municipalisme. Un auteur américain qui s'appelle Murray Bookchin disait, en fait, lui, il avait une vision, il disait qu'il fallait qu'on transforme la société dans son ensemble. Il disait, au lieu d'être contre le système actuel et juste être contre, il faut aussi proposer autre chose. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que, au lieu de miser sur la centralisation du pouvoir dans les mains du gouvernement et de l'État, on pourrait peut-être envisager un autre système qui serait différent, qui serait une confédération de municipalités libres. Donc, repartir de la base, puis c'est pas juste de revenir dans notre tout petit village ou îlot. Il faut que les villes soient interreliées aussi, puissent reconstruire de nouvelles bases. Un peu comme ce qui se passe du côté de la Suisse. Donc, la Suisse, c'est un système qui est plus décentralisé. Les villes et les villages, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ont beaucoup plus de pouvoir que les villes ici. Donc, ça, c'est une des idées. Autre élément aussi, c'est que le municipalisme, en fait, ça remonte à très très loin dans notre histoire occidentale. On peut même faire remonter ça dans la cité athénienne. Donc, le berceau de la démocratie. Avant, il n'y avait pas des grands États, c'était les cités qui étaient auto-gouvernées. Puis dans la démocratie athénienne, c'était les citoyens ensemble, dans une assemblée. Il y avait du tirage au sort, il y avait aussi des représentants élus qui co-géraient la ville ensemble. Donc ça, c'est un peu peut-être une utopie, parce qu'on se dit, bon, à notre époque, est-ce qu'une démocratie participative directe, ça va encore exister? Donc l'idée ici, c'est pas de dire qu'il faut faire comme les Grecs, puis essayer de limiter ça. Aussi, à l'époque, si on prend les Grecs, c'était juste les hommes qui pouvaient participer, les femmes ne participaient pas, les esclaves et les autres, les immigrants, ils n'étaient pas là non plus. Il ne faut pas juste imiter les Grecs. Il ne faut pas dire, ah, c'était bon, c'était bien avant, puis il faut essayer de faire ça. Mais on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de bien en différentes expériences dans notre histoire, ici au Québec aussi, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, je ne peux pas faire un cours d'histoire dans mon livre. Je fais une très longue histoire. J'essaie de voir dans les communes médiévales. Je ne parle pas beaucoup de la Nouvelle-France, mais la Nouvelle-France aussi, il n'y avait pas de... Au début, il y avait différentes administrations. Ce n'était pas vraiment des gouvernements. Et peut-être aussi, pour faire une petite histoire courte, est-ce que vous êtes au courant quand les municipalités ont été créées ici, du côté du Québec? Ouais. 1854. Oui, 1854. Ouais. Donc, c'était après la révolte des Patriotes, et quand Lord Durham est arrivé pour enquêter sur ce qui est arrivé,
Il s'est dit, ah, c'est étrange, ici, il n'y a pas de municipalité, de gouvernement locaux. Comme on le peut voir du côté des États-Unis, de Londres, donc on va créer un nouveau système municipal. Donc nous, on n'a pas une très très longue histoire. Donc, ça remonte aux villes ici, conseil municipal, 1854, c'est ça, précisément. Donc 1854, c'est là que les gouvernements municipaux ont commencé à exister. Puis bon, c'était peut-être pas extrêmement démocratique, le droit de vote des femmes, ça fait du temps, mais aujourd'hui, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer ça aussi? Donc, en fait, il y a une très longue histoire à faire. Je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais je vais essayer de mettre différentes idées de base qu'on trouve dans ce mouvement. L'idée de base du municipalisme, c'est pas juste qu'on donne du pouvoir aux villes, puis les villes sont gérées uniquement par un seul individu, par un petit dictateur, par exemple. C'est l'idée que le pouvoir, ultimement, si on parle de démocratie, ça doit être la participation des citoyens, le pouvoir des citoyens. Donc ça, c'est le principe de base. Puis s'il y a des représentants élus, c'est les citoyens qui donnent du pouvoir à leurs représentants élus, mais ils doivent être en interaction avec eux aussi. Si les élus décident de faire uniquement comme ils veulent, ils ne sont plus à l'écoute des citoyens, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Autre idée qu'on peut voir à l'époque romaine, c'est l'idée que les municipalités, sous des formes d'autogouvernement, ils doivent avoir une forme d'autonomie. Ça ne doit pas être uniquement, disons, des relais administratifs de d'autres niveaux de gouvernement. Il doit y avoir une autonomie des villes par rapport à différents champs de compétences. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait acquis. Du côté du Québec, par exemple, le gouvernement libéral a voté une loi sur les gouvernements de proximité. Je pense qu'en 2016, 2017, je pense qu'il a voté ça à peu près, qui a dit « Ah, les villes sont des gouvernements de proximité. » Alors qu'avant, ce n'était pas dit comme tel. C'était vu comme des créatures des gouvernements provinciaux, puis comme différentes entités administratives. Donc l'idée de dire que c'est des gouvernements de proximité, c'est quelque chose qui ne fait pas très très longtemps. Donc là, c'est un pas qui a été mis de l'avant. Ce qui est triste, c'est qu'on ne donne pas plus d'argent de ressources. On dit, vous êtes des gouvernements autonomes, vous avez des compétences, on pète des compétences dans le champ des municipalités, mais l'argent n'est pas avec. Donc ça, c'est un des enjeux. Occupez-vous de ça, occupez-vous de ça, occupez-vous de ça, mais les autres nouveaux gouvernements ne s'en occupent pas, puis ils ne donnent pas l'argent. Donc ça, c'est un des freins qu'on peut voir aussi. Le mouvement... 1,3 million que ça a coûté à la ville de là-dessus, cette stratégie ministérielle provinciale. 1,3 million pour faire ça. Oh! C'est ça. On dit l'autogouvernement, c'est ça. Puis on prend de l'argent, c'est ça directement. Donc ça, l'idée, c'est de dire, mais au lieu que ça coûte de l'argent pour municipalité, on ne peut pas ramener de l'argent ici directement. Donc ça, c'est un des choses. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite pour le reste. Un petit peu aussi, ça. Vendre la culture de cannabis dans le district 2 pour financer ce gouvernement de proximité-là. Ah oui? Oh, OK. Des belles stratégies de développement économique de cannabis pour financer la ville. Oh. C'est bon, je vais prendre ça en note. Stratégie. Donc, il y a aussi une idée aussi qui est chouette, qui existait à l'époque médiévale dans les villes, c'était l'idée d'un pacte. Comment tu créais une ville qui était autonome avec une charte? C'est le pacte des citoyens qui signaient ensemble. Nous autres, aujourd'hui, les pactes, comme vous avez peut-être signé le pacte, je ne sais pas, pour la transition, un pacte en ligne, c'est dire que c'est comme une entente, une alliance qu'on fait. Mais là, on ne parle pas de pacte comme ce qui s'est passé ici, c'est comment les villes vont se regrouper entre elles pour faire des choses par la suite. Comment ils vont se donner leur autonomie, puis avoir une charte propre. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi apparaître par la suite. Ici, dans la ville de Latuc, je ne sais pas si c'est une charte de la ville. La plupart du temps, il y a la charte pour les grandes villes, par exemple Montréal, Québec, la charte de la ville de Montréal, la charte de la ville de Québec. Ici, je ne sais pas s'il y a une charte pour la ville de Latuc. Je pense que ça n'existe pas dans le code municipal. C'est ça, c'est les cités, les îles et villes. Donc, c'est les grandes villes, de 100 000 habitants et plus, les petites villes. Ouais. Mais l'idée, en fait, que je vous amène ici, une idée comme ça, l'idée que peut-être que les villes, les petites villes, les villages pourraient avoir leur propre charte, leur propre constitution. C'est bizarre, c'est pourquoi une petite constitution pour une ville, et c'est une des idées qu'on peut avoir. Comment, c'est quoi une constitution? C'est un texte, un document qui dit c'est quoi les principes, les valeurs et le partage des pouvoirs. Comment est-ce qu'on voit la ville? Comment on
dirigent ensemble. Et là, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est peut-être une utopie, c'est un processus constituant, on pourrait dire, les citoyens, par exemple, avec les élus, les représentants, pourraient faire un grand processus pour écrire une charte ou une constitution pour la ville ici directement. Donc la ville de la Tuque, parce que nous sommes les citoyens et les citoyennes de la Tuque, voici nos grands principes, voici comment on se voit, et ensuite comment on veut organiser la ville, et on se donne la constitution. Donc on crée une petite république ici, toute petite. Ça ne serait pas indépendante, c'est pas l'idée qu'on se sépare du Québec ici, mais c'est l'idée qu'on se donne un peu la constitution pour exister, qu'on sait qu'on fait partie d'une même galaxie. Donc c'est une des idées que j'ai amenées dans mon livre, entre autres. Les villes peuvent faire ça. Il y a même, après avoir écrit le livre, il y a un an environ, la ville de Mexico, une ville de 30 millions d'habitants, qui est même plus gros que tout le Canada. Et la ville s'est donnée une constitution par un processus avec la participation des citoyens, des compulsions en ligne, différentes assemblées. Les gens se sont donné la constitution de la ville. Donc ça, c'est des idées ici. Une constitution pour la ville de la Tuque. Dans la ville de la Tuque, bon, c'est une des idées que je connais ici. Autre exemple aussi, qui sont amenés dans différents mouvements. Commune de Paris en France. Je ne sais pas si les gens connaissent cette expérience-là. Commune de Paris. Bon, une histoire qui s'est terminée de façon plus brutale, une genre de grande contestation, révolte populaire. Et pendant 3 mois environ, la ville a été auto-gouvernée, auto-gérée. Il y a plusieurs réformes au niveau du droit des femmes, au niveau du temps de travail, les gens, il y avait différents propriétaires de la ville qui avaient quitté. Donc, les gens qui travaillaient ont repris les usines, les entreprises, ont fait plein de choses. Et ça a été vraiment une expérience d'auto-gouvernement. Et à l'époque, il y avait des gens élus dans la ville. Ils disaient que les élus doivent être responsables, redevables et révocables. Donc ça, c'est une idée qui est forte, c'est de dire les élus doivent être responsables, ce qui est déjà un peu le cas ici. Ils doivent être redevables, donc ils doivent rendre des comptes auprès des citoyens, dire ce qu'ils font. Et autre élément qu'on n'a pas dans notre système ici, l'idée de révocabilité, c'est-à-dire l'idée du recall, qui existe du côté des États-Unis et de la Suisse, entre autres, qui dit que si, par exemple, un élu municipal est accusé de fraude, de corruption et autre chose, les citoyens, s'il y a un certain nombre de citoyens qui signent, disons que 10% des citoyens de la ville qui décident, on pourrait convoquer un référendum pour que la personne perde son siège si c'est la volonté générale. Donc ça, c'est une idée assez... peut-être que vous ne serez pas tous d'accord, mais dans plusieurs expériences, en fait, municipales, c'est de dire il faut que si jamais les représentants sont contre le peuple, il faut qu'il y ait une forme de mécanisme de contre-pouvoir qui existe aussi. Donc cette idée-là, c'est pas de dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de représentants élus, il faut qu'il y en ait, mais il faut que ce soit à l'écoute des citoyens. Et donc, c'est cette idée-là ici que j'ai amenée. Donc, l'idée de révocation des mandats. Il y a plusieurs villes à travers le monde qui sont en train d'instaurer ça aussi, tranquillement, pour redonner confiance et un pouvoir pour les citoyens. Autre élément aussi qui est amené lors de la Commune de Paris, eux se sont appelés la République universelle. C'est un peu bizarre comme nom, République universelle, mais c'est une idée qui était ouverte. Ils voulaient que tous les gens qui habitent dans la ville puissent avoir une voix, se faire entendre et devenir des citoyens et des citoyennes de la ville. Et il y a une des choses qu'on voit avec ce mouvement-là aussi, avec les villes qui sont en train de prendre forme, c'est qu'ils se regroupent entre elles à travers le monde aussi. Donc je vais vous montrer des exemples. La ville de Montréal, elle a des liens très directs avec la ville de Paris, Barcelone, Séoul, des villes en Amérique du Nord, des villes aux États-Unis, et on tisse des liens. Et les villes à travers le monde tissent des liens. Ça peut être des petites villes du Québec aussi, comme le village de Saint-Camille, du côté de l'Estrie, que des liens avec des villages du côté africain aussi. Il y a des gens qui passent d'un côté et de l'autre. Ici, je ne sais pas si c'est du côté de la Suisse, si vous avez une forme de parrainage, partenariat avec un autre village, une ville ailleurs, du côté de la France ou ailleurs. Je ne sais pas si ça existe. Donc ça, c'est sûr que ça coûte un peu d'argent, c'est compliqué, les villes sont la ressource, le temps, mais c'est des choses qu'on peut voir aussi, pour développer des liens de solidarité à travers le monde. C'est des choses qu'on va arriver de plus en plus. Autre élément aussi, je ne sais pas si les gens connaissent le village de Guyenne, du côté de la Abitibi. Donc, il y a une bande dessinée qui est sortie depuis 3-4 mois à peu près, qui parle de la petite Russie. Donc, ça, c'est
l'expression utilisée par Maurice Duplessis, qui a parlé de ce village-là, qui était coopératif. Tout le village était basé sur le principe des coops. Donc les gens arrivaient, ils disaient par exemple, on va avoir une coop forestière, qui les gens vont mettre de l'argent de côté. Ce qu'ils gagnent, ça va revenir pour le village. Après ça, ils peuvent gagner de l'argent, avoir des trucs. Il y a différentes associations. Puis ont décidé de développer vraiment le village sur un modèle coopératif, mais pour toutes. Donc ça, c'est une des expériences qui a eu lieu. Et ça existe encore aujourd'hui. Donc c'est peut-être, c'est pas comme si c'était à l'époque en 1947-48, ils sont arrivés, ils ont défriché la terre et tout ça. Mais on a ces petites expériences-là de développement coopératif, local, régional, pour essayer de créer un système qui était différent. Donc ça, c'est aussi des exemples qu'on a dans notre histoire. Les mouvements actuels, donc il y a différents mouvements ici que j'ai amenés avec des images. Du côté des États-Unis, Jackson, Mississippi, il y a une expérience en cours, j'ai rencontré des gens qui étaient là-bas. Du côté des Kurdes, donc je ne sais pas si les gens connaissent le peuple kurde. C'est un peuple, certaines personnes peut-être, sont dans la région de la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Donc c'est un peuple qui est opprimé, qui est un mouvement de libération aussi depuis un bout de temps. Et eux, vu qu'ils sont à cheval entre plusieurs États, c'est une situation un petit peu difficile. Et là, en fait, il y a un mouvement là-bas qui ont été inspirés par les idées de Murray Bookchin, en disant, au lieu de créer un nouvel État indépendant, on va plutôt créer une confédération de villages. Et on va avoir tout un système, on va avoir une approche vraiment axée sur l'égalité homme-femme, l'écologie, la démocratie, les coopératives, essayer de s'auto-gouverner par démocratie participative. Donc ça, c'est une des expériences qu'il y a en cause du monde, mais c'est loin de nous un peu. Donc, je ne vais pas trop parler des Kurdes ici. Autre expérience, en fait, c'est les mairies rebelles d'Espagne. Donc, du côté de l'Espagne, en 2015, la ville de Barcelone, Madrid, Séville, Saragosse, Cadix ont été conquises par des groupes de citoyens. Donc, c'est des mouvements, c'était comme un peu des gens qui étaient membres de groupes, associations, et qui ont décidé, en fait, de se présenter par des listes pour essayer de changer les choses dans les villes. Et c'est pour cette raison-là, en fait, j'ai lu ça, en fait, je l'ai intégré dans mon livre, et je suis allé voir par la suite aussi, voir ce qui se passe aussi là-bas, et quelles sont les différentes expérimentations qu'on a mis de l'avant depuis qu'ils sont en place. Donc ça, c'est un des exemples, je vais donner des images un peu plus concrètes pour voir ce qui se passe. Et ça, c'est un peu plus près de nous. C'est quand même un contexte qui est différent. L'Espagne a vécu la crise de façon beaucoup plus forte qu'ici. Le taux de chômage chez les jeunes était de 50%, ce qui est énorme. Dans la population générale, c'était 20%. Donc c'est quand même beaucoup ici. Ici, je pense qu'on est rendu à 6%, 5-6, quelque chose comme ça. Donc c'est un contexte qui est différent. On ne peut pas juste dire, allons voir ce qui se passe du côté de l'Espagne, on va faire comme ça. Nous, on a une propre histoire pour voir, mais des fois, il y a des petites idées, on est capable de s'inspirer. Et nous, on a aussi des choses à apprendre, puis peut-être à apprendre aux autres aussi. Donc, en fait, là, c'est le mouvement des places, le mouvement du 15M, qui a été extrêmement comme important. Les gens allaient dans les places publiques. Et c'était un peu à l'époque, ça c'est en 2011. Ici, bon, il y a eu le printemps étudiant, le mouvement Occupy à différents endroits. Donc, eux, ils ont eu leur propre mouvement. Beaucoup de gens, entre autres dans les rues, pour essayer de réclamer la démocratie. Ils disaient, les gens au pouvoir ne nous représentent pas, on veut avoir un système différent, on veut faire les choses différentes. Donc ça, c'est une des choses qui s'est déroulée là-bas. Par la suite, il y a des groupes ici, du côté de l'Espagne, du côté de Barcelone, ici, à travers toute l'Espagne, à différents endroits, il y a des groupes de citoyens, lors des élections municipales de 2015, qui ont pris le pouvoir, vraiment dans les plus grandes villes. C'est comme si au Québec, disons, prochaine élection municipale, il y avait Montréal, Québec, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Latuc, je fais ça ici, mais plein de villes à travers le Québec qui étaient conquises par des listes de citoyens qui sont constituées de gens qui étaient élus avant, et souvent par des nouvelles personnes qui n'avaient pas d'expérience, mais qui étaient impliquées dans différentes associations, un peu comme vous aussi. Donc, c'est comme si, disons, prochaine élection, vous faites alliance avec la dame ici, le conseil municipal, vous présentez une liste citoyenne, puis vous décidez, on va essayer de gouverner la ville différemment. Donc ça, c'est cette chose qui s'est déroulée du côté de 2015, puis là, ils vont retourner en élection en mai 2019. Donc ça arrive dans un mois et demi environ. Ce qui a amené de très, très intéressant ici, pour une grande ville,
c'est différentes choses. Donc, tous les élus signaient un code d'éthique, un code d'éthique. Donc, en gros, ce qu'ils disaient, nous, si on se présente, on va rendre transparent notre agenda. Donc, tous les gens qu'on va rencontrer, que ce soit des groupes citoyens, des entreprises, des lobbies et autres, on va donner l'information, pas sur toutes les discussions, mais au moins, vous allez voir qui on va aller voir. Toutes les décisions qu'on prend dans le conseil municipal sont disponibles en ligne. Le compte de dépenses qu'on a, on rend transparent aussi. Donc ça, il y a certains pays, du côté de l'Europe, la Suède, Finlande, Norvège, vous pouvez voir déjà tout le compte des dépenses des représentants élus. C'est déjà tout disponible en ligne. C'est quelque chose qui existe. Et même un cas que vous avez vu ça dans un documentaire, je pense que le ministre s'est acheté un paquet de com avec la carte de crédit de ça, et elle a perdu son poste parce qu'elle a acheté un paquet de com. Et là, on est dans un autre univers ici, je ne dis pas qu'il faudrait faire ça non plus, mais on voit que dans certains endroits dans le monde, il y a une certaine rigueur pour dire que c'est l'argent des contribuables, l'argent public, il faut faire attention. Donc, c'est l'idée-là, en fait, de rendre plus transparent ce qui se passe. Donc, ça, c'est du côté de ça. L'idée. Je pense un débat ici. Transparence, et je pense que des élus municipaux, il faudrait que je fasse un suivi des dernières élections municipales, il y a des élus qui ont mis des choses comme ça de l'avant. Ils disaient, moi, si je me présente, je suis élu, je vais mettre ça en place pour moi. Donc, il y a quelques élus municipaux, il faudrait faire essayer de les trouver dans le Québec qui ont appliqué ça aussi. Révocation, j'ai évoqué, limitation de mandat. C'est dit, mais on veut être en place, mais eux, ce qu'ils disaient, il faut, bizarrement, déprofessionnaliser la démocratie et la politique. Pas qu'on ne veut pas qu'il y ait de professionnels, il faut qu'il y ait des gens compétents, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de prendre des bonnes décisions, mais devenir, en fait, être un citoyen s'impliquer dans la ville, n'importe qui, en principe, qui est adulte, qui est éduqué, a la capacité de faire ça. Il faut qu'il y ait une certaine rotation du pouvoir. Donc l'idée, par exemple, il disait, on va mettre une limitation de mandat. Donc on va dire que les gens qui se présentent pour les listes citoyennes, ils vont pouvoir se représenter 2 fois de façon consécutive. Et là, après 2 fois, ils vont décider, OK, je dois laisser la place à quelqu'un d'autre. Après, ils pourraient revenir, s'ils veulent, au moins 2 mandats consécutifs. Comme avec le président américain, entre autres, une limitation de mandat. Donc, c'est là, ils ont dit, toutes les listes citoyennes, on va faire ça, directement. Autre élément aussi qui touche une question sensible, le salaire des représentants élus. Pour la ville de Barcelone, Ada Colau, la nouvelle mairesse de Barcelone, elle s'est engagée que son salaire à elle allait pas être 3 fois plus que le salaire minimum. Donc, c'est comme si ici au Québec, c'était 45 000 par année. Donc, pour être à peu près le salaire moyen général de ce que la population gagne. C'est-à-dire, on vient du peuple, on n'est pas là pour s'enrichir aux dépens du peuple, on peut vivre de façon convenable avec ça. Donc, il y a des limitations, et son prédécesseur gagnait 3 fois plus. Il y avait des voitures de luxe, des choses comme ça. Elle a enlevé ça, puis elle a donné ça aux différents groupes par la suite. Au niveau municipal, ici, c'est différent. Puis là, il y a des questions techniques. Dans les plus petites villes, dans les villages, le salaire des représentants élus n'est pas énorme. Souvent même, c'est pas assez. Il y a plutôt le problème inverse. Il faudrait augmenter le salaire des représentants élus. C'est comme 5 000 $ par année, c'est le maire du village. Soit c'est quelqu'un qui est déjà à la retraite, parce que du temps qu'il y a une certaine sécurité de revenus. Si c'est quelqu'un qui est jeune, qui doit avoir des enfants, ceux qui ont des enfants avoir un pouvoir maintenant, c'est difficile. Ce qui fait qu'au niveau des représentants élus, il y a plusieurs études qui ont été faites. Les jeunes, par exemple, de mon âge et tout ça, ils ne vont pas se présenter au niveau municipal, ça va être difficile, même si vous voudrez le faire, il faut avoir un job à côté pour être capable de vivre. Donc ça, c'est un certain défi. Donc l'idée ici, que je développe un peu dans le livre, c'est de dire que pour des représentants élus dans des villes, dans les petits villages, qui ne gagnent pas assez, il faudrait augmenter le salaire des représentants élus pour que ça soit viable, qu'ils puissent se consacrer à temps plein sur ça. Mais pour des gens, par exemple, dans les plus grandes villes, il y a 175 000 $ par année, plus un compte de dépenses, plus tout ça, peut-être qu'on pourrait réduire l'écart pour permettre à d'autres de pouvoir augmenter. Réduire un peu l'écart entre les dirigeants municipaux les plus riches et ceux qui n'ont pas assez. Donc, c'est cette idée-là ici. Autre élément qu'ils ont amené aussi, c'est la participation. Donc, il y a des représentants élus. Ils disent, nous, en fait, ce qu'on va aller faire, c'est une fois par mois, on va faire différentes assemblées dans différents coins de la ville. Puis on va aller voir les citoyens. Donc, la mairesse de Barcelone, une fois par mois, va dans un quartier différent
il y a des groupes avec des centaines d'habitants qui sont là, et qui lui posent des questions. Des fois, il la critique, il la challenge, il demande des choses. Elle est là, puis elle répond, puis elle explique pourquoi elle fait ça. Hop, des nouvelles idées, elle va les ramener dans le conseil municipal. Donc, elle se met aussi vraiment en interaction avec les gens. Donc, il y a cette idée-là. Et en plus, autre élément que je vais aussi amener, et on dit, mais si les gens ne peuvent pas se déplacer sur place, il faut qu'ils soient informés de ce qui se passe. Il y a des nouvelles plateformes de démocratie numérique. Les gens peuvent amener des propositions en ligne, faire des votes en ligne, pour amener des idées aussi. Donc, ils mettent plus de démocratie numérique, des assemblées citoyennes, des représentants élus, puis on essaie de dynamiser ça pour faire en sorte que c'est pas juste on vote, il y a des gens qui s'occupent de la politique, puis on retourne chez nous. On peut avoir un mot à dire entre les différentes élections pour faire bouger les choses. Donc ça, c'est une des choses qu'on a mis en place aussi. Donc, ici, bon, je donne du cas de Barcelone, mais qui est un cas, je dirais, où ils ont été très très loin dans cette idée-là. Autre élément aussi que je suis allé voir, 2 mois après la publication du livre, je vois qu'il y a le premier sommet international des villes sans peur, des Fearless Cities, des villes courageuses, quelque chose comme ça. Et là, il y avait des représentants de 150 villes à travers le monde. C'était des élus municipaux, des groupes citoyens, différentes associations, des gens qui sont intéressés par questions d'environnement, questions d'espace public, de développement économique, questions du droit des femmes, questions de démocratie, différentes choses. Comment on peut faire pour agir au niveau municipal pour essayer de changer les choses? Et là, moi, je viens d'écrire le livre, je dis, ah là, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Parce que là, ça se passe là, donc j'ai pris un billet d'avion et je suis allé voir pour aller rencontrer des gens, des initiatives, des élus aussi de la place pour voir c'était quoi les défis, les problèmes qu'ils pouvaient vivre. Donc ça, c'est quelque chose. Puis le sommet comme ça, en fait, il y en a environ 2 par année actuellement. Donc, il y a un grand réseau de villes tranquillement à travers le monde qui est en train de se structurer pour essayer de se partager les idées. Dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On essaie de faire ça, mais les gens viennent plus ou moins. Est-ce qu'on pourrait améliorer aussi le modèle? Parce que c'est une expérimentation. Donc, ça, c'est quelque chose qui se met en place. Je vais aller vite sur ça, en fait. Comment on peut faire pour essayer de changer les choses, pour essayer de démocratiser les villes et donner des innovations? Au niveau politique, une des idées qui commence à se développer de plus en plus dans différentes villes du Québec, entre autres, mais qui vient de l'Amérique du Sud, du côté de l'Europe, c'est les budgets participatifs. Je ne sais pas si les gens connaissent ce concept, le budget participatif. Ouais. Peut-être qu'on peut le définir. Je ne sais pas s'il y en a un ici, même à la suite proche. Non, la ville de Nicolette. Nicolette, oui. On consacre 1% du budget annuel 1%, OK. pour avoir des projets du milieu, pour passer au vote. OK. Donc, ils font un peu ça. Nicolette. OK. C'est intéressant. Il y a la ville de Saint-Basile-le-Grand qui l'a mis en place. Il y a un nouveau budget participatif de Schlager-Maisonneuve qui sont en train de mettre en place. Du côté de Saguenay, il y a un élu municipal que son budget discrétionnaire le fait en budget participatif. Donc, des fois, ça se fait dans les plus petites villes. Des fois, c'est 2-3% du budget. Ça va dépendre. Des fois, c'est des montants d'argent de 50 000 100 000 200 300 000 aussi. Donc, ça peut être énorme. Ça dépend de la place. On dit cet argent-là, ça appartient aux citoyens. Après, qu'est-ce que les citoyens font? Ils doivent soumettre des idées, des projets. On pourrait peut-être essayer de rénover un parc, avoir un espace, développer une infrastructure aussi. Ça, c'est un budget d'investissement. Il y a des fonctionnaires de la ville qui sont là pour aider. Est-ce que le projet est viable? Est-ce que c'est dans le champ de la compétence de la ville? Des fois, il y a des projets peut-être farfelus, mais il y a un filtre qui est mis en place, une discussion pour améliorer. Et après ça, c'est les citoyens qui vont prioriser les projets, puis au final, qui votent les projets. Donc ça, c'est vraiment une forme. C'est pas les citoyens qui gèrent tout le budget de la ville. Si on le faisait du jour au lendemain, ça serait peut-être un peu compliqué, puis ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est dire, on peut commencer avec une toute petite partie du budget de la ville, mais pour donner un vrai pouvoir, les gens peuvent apprendre par la suite comment ça fonctionne le budget municipal. C'est quoi les contraintes, comment ça marche, pour avoir un pouvoir pour faire des projets aussi directement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être amenées. Puis de plus en plus de villes au Québec mettent ça de l'avant comme une bonne politique de bonne gouvernance, de bonne gestion des pouvoirs publics. Généralement, les gens ils chialent un peu, ils disent « Ah, ça coûte cher les taxes, j'ai mal l'argent et tout ça ». Mais là, quand ils font des budgets participatifs, ils voient que c'est compliqué. Il y a des contraintes, tout ça. Puis là, ils comprennent mieux ce qui se passe aussi au niveau des décisions budgétaires. Ils sont plus informés de la situation. Puis ils peuvent avoir un peu plus de confiance par rapport à ce qui se passe parce qu'ils voient un peu c'est quoi le budget de la ville. Puis ils sont moins à dire « Ah, vous n'avez pas ça » ou tout ça. Donc, il y a une forme d'éducation qui se fait aussi.
Autre élément au niveau de l'économie, donc moi je ne suis pas expert d'économie locale dans la région ici. Une des idées de base du mouvement municipaliste, c'est pour être plus résilient, c'est-à-dire être plus stable et capable d'absorber des chocs, des perturbations. Il faut avoir des emplois ancrés dans la communauté. Il faut essayer de voir dans une dynamique de mondialisation. On voit actuellement aussi un des phénomènes peut-être qui touche plus la ville ici, une forme d'exode aussi parfois des jeunes qui se rendent dans les grands centres urbains. Et là, pour dynamiser l'économie, pour que les gens reviennent, comment on peut faire pour relocaliser l'économie? Au lieu que ce soit juste des emplois qui partent ailleurs quand une usine ferme, qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi, avoir quelque chose de stable? Donc, une des idées de base, puis là, c'est quoi les outils concrets? Il y en a tout plein, c'est assez complexe. Et c'est de dire comment on fait pour relocaliser l'économie, avoir une diversité de services de proximité, avoir des emplois, des entreprises qui ne partent pas du jour au lendemain parce qu'ils vont faire un petit peu plus de profit ailleurs. Comment on fait pour avoir une économie avec des petites entreprises locales de proximité, des coopératives, associations, des petites entreprises qui sont capables vraiment de créer une vie dynamique locale. Donc, il y a cette idée-là ici. Et un des exemples qui est très, très intéressant, c'est les monnaies locales complémentaires. Je ne sais pas si les gens connaissent cette idée de monnaie locale. Les monnaies locales, je vais juste aller chercher quelque chose dans mon sac ici pour vous montrer. Au Québec, il y en a quelques-unes qui sont en train de naître. Du côté de Québec, il y a le blé qui existe. Donc, c'est une monnaie imprimée par une association, puis les petits commerces de proximité acceptent. Je ne sais pas combien il y en a dans la ville de Québec. Du côté de Montréal, il y en a une qui est en train d'être faite. Et du côté de la Gaspésie, il y a le demi. Donc, c'est un billet ici qui vaut 10. Donc, c'est bizarre ici, quand je suis allé voir là-bas, j'ai fait une tournée de la Gaspésie pour aller voir ce qui se passe. C'est des gens qui prennent un billet de 20 $, qui coupent en deux. Donc, ils disent, ça ne va pas être accepté n'importe où. Si vous allez voir une banque, ça ne va pas marcher. Si vous allez dans une grande surface, un supermarché, mais peut-être que le type d'une boutique plus proche, ou certains cafés, certaines places, ils vont prendre ça, ça va valoir 10. À quoi ça sert? C'est l'idée que cet argent-là va être dynamisé dans la communauté, au lieu que ça s'en va dans les paradis fiscaux, ça s'est accumulé, c'est de créer du lien. Et en fait, avec ce biais-là, par exemple, j'ai 10, et là, vu que c'est pas accepté ici, quand je suis à Montréal, ça ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, là, ça ne sert pas à grand-chose. Je l'ai utilisé une fois. J'étais dans un petit commerce, du côté de la Gaspésie, madame, il acceptait le demi, j'étais content qu'on ait une discussion autour de ça. C'est quoi le rôle de l'argent, comment ça marche? Ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'on a cet argent-là, on n'est pas incité à l'accumuler dans nos poches. Il faut la redonner, ça stimule les échanges locaux dans la communauté. Et du côté de Barcelone, on en a mis en place. Du côté de Grenoble aussi. Et une des difficultés qu'on voit avec ce genre d'initiative de monnaie locale, je ne dis pas ici que vous allez tout couper vos billets, je ne vais pas faire ça jusqu'à lendemain, vous allez vous retrouver avec des billets et vous ne pourrez pas les utiliser. Mais si on joue avec la monnaie. Il y a un flou juridique pour ça. On ne peut pas détruire le billet complètement. Et s'il est coupé, je suis allé faire des recherches parce que j'avais peur aussi. Moi, j'ai coupé mon billet, puis j'avais une réticence, j'étais pas capable de couper le billet, j'étais comme, est-ce que je dois faire ça, c'est mal. Mais il y a un flou juridique, que c'est pas illégal comme tel de le faire. En tout cas, il y a un flou. Mais bon, c'est juste un exemple ici de monnaie locale. Ce qui est mieux, vu que ça, en fait, vous ne savez pas combien il y en a en circulation, c'est pas accepté n'importe où, c'est pas la meilleure forme de monnaie locale, je pense. Il y a des gens qui font imprimer des billets. Donc, authentifiés, il y en a qui font par des billets numériques aussi. Il y en a des monnaies locales numériques avec une carte, puis là, ça marche. Puis ce qui se passe du côté de Grenoble en France, c'est que là, maintenant, la ville de Grenoble accepte que les citoyens paient leurs taxes foncières avec la monnaie locale complémentaire. Puis dans une ville du côté de l'Angleterre, Bristol, le maire de la ville, la totalité de son revenu comme maire de la ville est sous forme de monnaie locale complémentaire. Donc tout l'argent qu'il gagne, ça va aller dans sa ville directement. Donc quand la ville peut accepter cette dynamique-là locale, c'est un sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Donc ça, c'est une forme d'innovation économique locale qui peut être partie par des groupes citoyens, mais après, si la ville est capable de faire ça, ici au Québec, peut-être au niveau légal, je pense que la ville n'aurait pas le droit d'accepter des taxes comme ça. Mais il faudrait voir est-ce que c'est possible ou non juridiquement, ça je ne sais pas vraiment. Donc ça, c'est une des idées que je vous lance ici. Il y a des choses qui se passent. Donc les modèles locaux, c'est une façon d'aider à relocaliser l'économie. Au niveau du développement économique et social, il y a différentes choses au niveau
des coop de soins, de santé, transport aussi, transport public pour les grandes villes. Pour des endroits où il n'y a pas de transport public en commun, comme on fait des systèmes de covoiturage, de transport, il y a différentes initiatives qui peuvent être mises en place. Au niveau environnemental, c'est un enjeu aussi, et de plus en plus de villes prennent des initiatives. Des villes qui se disent on va être carboneutre d'ici 2030, 2040, 2050, on va mettre des initiatives en place. Et les villes, compte tenu qui touchent l'aménagement de l'espace du territoire, le zonage, la planification urbaine, les transports actifs aussi. Il y a beaucoup de choses aussi, la collecte des ordures, des déchets, des déneigements, il y a beaucoup de choses qui ont un impact environnemental très concret. Donc les villes ont la capacité d'intervenir, alors que parfois d'autres niveaux de gouvernement sont beaucoup plus lents à agir. Autre exemple, on voit aussi qu'il peut y avoir des contradictions avec ce qui se passe au niveau des villes, ce qui se passe au niveau des autres niveaux de gouvernement, avec des projets de oléoduc. Donc, il y a le projet, par exemple, de Énergie Est, donc transporter du carburant des sables bitumineux jusqu'ici. Le nouveau gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral était pour le projet avec les industries pétrolières. Et il y avait 136 municipalités qui ont signé une lettre en disant non, on est opposé à ce projet-là parce que ça touche notre eau. Il y a des risques pour la sécurité et entre autres, au niveau des emplois créés, ça ne sera pas très durable. On va avoir beaucoup de risques, on n'aura pas beaucoup de retour sur l'investissement pour le risque qu'on prend pour ça. Et la communauté métropolitaine de Montréal a pris position contre le projet aussi. Donc on voit que parfois les municipalités, pas forcément, c'est une question qui est sensible, la question des énergies renouvelables, éoliennes, ça crée des disputes dans des communautés. Parfois, c'est extrêmement dur aussi. Là, moi, je ne suis pas pro non plus de ça, je ne connais pas c'est quoi les enjeux. Mais toute la question environnementale, souvent, on dit, bon, ça va être les gouvernements qui agissent à d'autres niveaux. Les citoyens, individuellement, on peut faire des choses. Les entreprises peuvent faire des choses. Mais les municipalités aussi. Et l'autre initiative, je ne sais pas si ça a été amené ici, ça ne fait pas très très longtemps, c'est les déclarations d'urgence climatique. Est-ce qu'il y en a une ici qui a été amenée par un groupe de citoyens ou des représentants élus? Non. Il n'y en a pas ici. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes au courant. Là, je n'ai pas les chiffres avec moi ici précisément. Je pense qu'au moins 40 à 50 villes, au moins à travers le Québec, que les groupes citoyens sont arrivés en lisant en fait un texte qui disait « Considérant l'urgence d'agir pour le changement climatique et tout ça, est-ce que vous vous engagez comme élu municipal fonctionnaire pour faire des choses concrètes dans les prochaines années pour amorcer la transition écologique? » Et là, il y a de plus en plus de villes à travers le Québec qui adoptent ça. Bon, c'est un texte, c'est une intention, mais l'intention aussi, c'est pas juste de dire on prend des bonnes décisions puis on fait rien. Après, il y a des comités de suivi. Et là, il y a de plus en plus de villes qui commencent à créer des groupes de citoyens qui développent des idées concrètes, qui fonctionnent avec des fonctionnaires de la ville, des élus, des groupes de citoyens, pour faire des comités de suivi pour développer des solutions concrètes et adaptées en fonction de ce qui se passe dans la ville pour faire bouger les choses aussi. Donc, on voit que même une prise de conscience sur la question environnementale, parfois on fait des grandes marches contre le climat, après, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Au niveau des villes, il y a un certain levier pour dire qu'est-ce qu'on fait concrètement ici pour avancer dans cette direction-là. Donc, des choses qui peuvent être faites. Puis, je vais aller sur ça, planification urbaine, aménagement des milieux, la question de l'enracinement territorial, c'est quelque chose qui touche de très près ce qui se passe au niveau des villes et des villages. Donc ici, j'ai nommé une série d'initiatives, peut-être un peu vagues encore, qui peuvent montrer comment les villes peuvent intervenir de pair avec les groupes citoyens pour essayer de changer les choses sur les questions environnementales, sociales, économiques, démocratiques et autres. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Parfait. Donc, autre élément que je voulais amener aussi, que je traite un peu dans mon livre, c'est qu'on assiste actuellement, que ce soit au Québec, aux États-Unis, en France ou à différents endroits, à un schisme, un certain clivage entre les grands centres urbains, puis le reste, on appelle Montréal Région, entre autres, entre des zones urbaines, puis ce qui se passe ailleurs. Et là, il y a cette division-là qui se crée, pour le meilleur et pour le pire, parfois avec les choses qui se passent, les gens qui vont dans les villes, les gouvernements concentrent les pouvoirs, les emplois, tout ça dans les grands centres. Et après ça, les villes autour se retrouvent un peu démunies. Et là, bon, les jeunes dans les villes,
Et là, il y a des débats au niveau culturel, idéologique, on a des débats sur la question de la langue, l'identité, l'immigration, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup des fortes divisions qu'on voit entre les grands centres urbains puis différentes villes, différentes régions. Une des idées de base dans le livre, j'essaie de dire, il faut plutôt voir comment on peut recréer des ponts, des liens de solidarité pour éviter de se diviser, pour éviter que les gens de la ville, comme moi je suis à Montréal, oublient ce qui se passe à l'autre du Québec, qui restent un peu dans leur enclos, puis les gens ailleurs, puis on puisse recréer des liens de solidarité et liens d'entraide, en fait. Et là, le municipalisme, c'est pas juste la grande ville qui va faire toutes les innovations, puis on va oublier le reste. Dans les villages, dans les villes de différentes tailles, on voit comment on peut créer des liens ensuite. On fait des liens de solidarité locale et pas s'enfermer dans ce qui se passe uniquement dans une ville. Au niveau de la MRC, par exemple, parfois, à des beaucoup plus large, il y a des divisions souvent entre des villes, des communautés, des rivalités. Donc ici, peut-être, vous en avez, je ne sais pas, les villes autour. Des fois, on a aussi même, je me souviens, moi, du côté de Laval, les gens de la Rive-Sud de Montréal, quand on était jeunes, on avait des idées. On disait que les gens de la Rive-Sud étaient comme ça, on était mieux, on était meilleurs. Des fois, il y a des petites rivalités du côté du lac Saint-Jean, Saguenay, Jonquière, Chicoutimi. Il y a plein de micro-rivalités qui, parfois aussi, sont saines, qui peuvent être amusantes. Mais là, il faut voir après, des fois, il y a des chicanes qui se créent. Et comment, au lieu de se diviser entre nous, pendant que d'autres niveaux de gouvernement, plus près des grandes entreprises, des lobbies, profitent de la situation, comment on peut recréer des liens. Donc, il y a tous les exemples que je parle dans mon livre, je peux rappeler là, qui se passent dans les grandes villes, les centres urbains, mais aussi dans des villes de plus petite taille, dans des communes, dans différentes régions, qui sont en train de faire les choses différemment aussi. Donc, il faut prendre en considération le contexte dans lequel on est. Donc, ce qui se passe dans une grande ville n'est peut-être pas forcément applicable ici. Peut-être aussi des choses qu'on peut apprendre. Il faut prendre en considération le contexte dans lequel on est. Donc, c'est peut-être une évidence, mais c'est une des choses que je prends en compte ici. Puis l'idée, de façon plus générale avec ça, puis c'est peut-être une vision un peu utopique, c'est l'idée qu'il faut créer une certaine organisation, un front municipal. Il faudrait que, idéalement, à travers peut-être l'Union des municipalités du Québec, la FQN et autres choses, on crée des liens de solidarité beaucoup plus forts entre les villes pour parfois s'opposer à la centralisation du pouvoir dans les mains des autres niveaux de gouvernement. Et c'est des choses qu'on voit du côté des États-Unis, entre autres, avec les villes sanctuaires. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, ont vu ce qui s'est passé du côté des États-Unis, avec Trump qui arrive, il prend des décisions, il dit on va expulser les gens ici, on va faire ça, on va faire ça. Et là, il y a la ville de New York, de Chicago, San Francisco, des plus petites villes, des grandes villes, qui se liguent ensemble. Ils disent on va poursuivre en justice le gouvernement fédéral, puis on va protéger nos citoyens, on va se défendre, puis on va même si la question, par exemple, de l'immigration ou d'autres questions sortent de leur champ de compétences, on a un rôle à jouer. C'est une question d'intérêt du bien public, intérêt général. Donc, on voit que parfois, il y a comme des coalitions de villes qui agissent ensemble pour essayer de faire valoir différentes choses. Il y a cette idée-là ici. Mais évidemment, là, je lance une chose. Moi, je ne suis pas impliqué activement en politique municipale, je suis comme élu local. Parfois, il y a des risques qui sont associés. Si on veut prendre une position très forte sur un enjeu, qu'est-ce qu'on risque de perdre? Est-ce que ça risque de nous coûter trop pour la ville? Est-ce qu'on va couper notre budget? Il y a quand même un certain calcul à faire. Je ne sais pas ici de partir en grande révolte, de dire on perd tous les taxes au niveau du gouvernement central, ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais il faut qu'on prenne en considération comment on peut créer des liens. Autre élément que je voulais amener, puis là ça va arriver avec la proposition de ce que je vais voir du côté de Barcelone, c'est l'idée des biens communs. Je ne sais pas si les gens connaissent ce concept, les communs urbains, les communs numériques, les communs au niveau de la gestion de différentes ressources. Je ne sais pas si les gens connaissent ce concept, les communs. C'est un concept, en fait, qui est à la fois nouveau et à la fois hyper ancien. Les communautés autochtones, par exemple, historiquement, ont géré le territoire, les ressources en commun. Ce n'est pas par la propriété privée, c'est une façon de gérer de façon partagée quelque chose en fonction du droit d'usage, en fonction de ce qu'on fait, on veut préserver la ressource qu'on gère. Du côté du Québec, par exemple, il y a des zones écologiques qui permettent de gérer, par exemple, des bassins versants, des rivières, des OBNL qui gèrent ça. Ce n'est pas le gouvernement central, ce n'est pas une entreprise privée, c'est quelque chose de collectif qui gère ça. Et il y a des gens, en fait, qui disent aussi souvent qu'il y a une dichotomie entre ce qui est la propriété privée ou la propriété du gouvernement de l'État. Et entre les deux, il y a des choses comme une forme de gestion partagée, commune, d'un bien, d'un espace, d'un lieu, par les gens
par différentes associations qui utilisent le bien. Donc là, c'est un petit peu abstrait, je vais vous montrer des cas concrets pour voir que les communs, il y en a à beaucoup d'endroits, puis souvent, on les voit pas, on n'utilise pas le mot ici, mais c'est ça qu'on voit. En gros, c'est quoi le commun? On peut dire, bon, l'air, c'est un bien commun, l'éducation, c'est un bien commun, des choses larges, mais le commun, dans tous les cas, en fait, ça va être une institution. C'est une chose qu'on gère ensemble, une ressource, c'est une communauté. Donc, il y a différentes personnes qui doivent être là. Tu n'as pas de commun seul. Il faut créer des gens qui gèrent ça ensemble, puis il faut créer des règles. Donc, l'idée, c'est pas juste que tout le monde se serve parce que ça appartient à personne, mais c'est une idée qu'on va se donner des règles pour pouvoir permettre la gestion durable de quelque chose qui appartient à un groupe. Donc, ça, en fait, les communs, comment ça prend forme? Il y en a à différents niveaux. Il y a des terres agricoles gérées en commun, des zones de pêche, des forêts aussi, donc des coopératives forestières, par exemple, on va dire c'est des communs, entre autres. Communs fonciers au niveau du sol, ce qu'on voit de plus en plus apparaître en milieu agricole, puis même dans des zones urbaines à différents endroits, c'est de dire, on peut avoir la propriété privée, j'ai ma propre maison, j'ai mon lieu à moi, mais le sol, la terre, ça appartient pas à une seule entité, à un seul propriétaire, ça appartient à la communauté. Donc c'est un OBNL qui est géré par les gens qui habitent sur le lieu. Et là, il y a aussi des fois des élus municipaux qui sont sur ça. Et après ça, le sol appartient à la communauté. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut voir ici. Au niveau numérique, Wikipédia. Je crois que vous connaissez tout ça, Wikipédia. C'est un gigantesque commun numérique où il y a des millions de co-créateurs à travers le monde qui créent ça. C'est pas une entreprise privée, c'est pas un gouvernement, c'est quelque chose qui appartient au patrimoine de l'humanité, que les gens contribuent ensemble pour créer ça. Logiciel libre, entre autres, réseau d'entraide, des ruelles vertes, plateforme de partage de véhicules, réseau d'entraide. On pourrait même considérer que le lieu ici, je ne connais pas sa structure de gouvernance, mais vous êtes dans un commun ici. C'est un commun qui appartient à la communauté, des gens qui le gèrent, et après, c'est un lieu qui est basé sur une idée que c'est pas juste pour faire de l'argent, il peut faire de l'argent, il faut que ce soit fiable, et c'est un espace qui appartient à la communauté dans son ensemble. Si on faisait une carte des différents communs qui existent dans la région, dans la ville, ici, là-dessus, je suis sûr qu'on peut en trouver plus. Commun économique, donc les entreprises, monnaie locale complémentaire, ça peut aussi prendre beaucoup de formes extrêmement concrètes. Autre élément aussi, l'économie sociale. Vous connaissez peut-être l'économie sociale, les coopératives, mutuelles, l'association. Ce sont un peu des formes de commun au niveau de l'entreprise, entre autres. Et quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est ce qu'on appelle des partenariats entre les municipalités et l'économie sociale, des communs et des initiatives citoyennes, des PPC. Au lieu que ce soit des PPP, partenariats public-privé, c'est des partenariats publics-citoyens ou publics-communautaires, publics-collectifs, publics-communs. L'idée, en fait, c'est de dire que la municipalité, par exemple, si elle a un lieu, un espace bâtiment, qui peut être utile pour des gens, pour la communauté, pour une association, pour autre chose, ça pourrait mettre à disposition des lieux. Souvent, c'est sûr qu'il y a des frais qui sont associés à ça. Est-ce que c'est rentable pour la ville? Et de plus en plus de villes qui disent qu'on pourrait donner des infrastructures qui, de toute façon, ne sont pas utilisées pour que les gens les utilisent. Et de plus en plus, ce qu'on voit du côté de Montréal, entre autres, il y a des bâtiments de la ville-centre. Il y a plein de bâtiments industriels qui sont vides. Ça coûte extrêmement cher en termes d'entretien annuel pour des espaces qui sont vides. Et là, il y a des gens qui disent on pourrait créer comme une petite entreprise qui va avoir une entente avec la ville, qui va louer l'espace, qui va assumer les risques. Et là, il y a des groupes citoyens, des groupes d'habitants, des petits entrepreneurs qui vont venir s'installer là pour faire différents projets. Et ça va être un usage temporaire des lieux, sur une durée de 2-3 ans, par exemple. Donc, ça permet de dynamiser un espace qui appartenait à la ville, et ça peut devenir un incubateur pour plein d'idées, de projets et autres choses. Puis ça, de plus en plus de villes à travers le monde font ça. Les infrastructures, des façons vides, des granges, des bâtiments, des anciennes écoles sont pour la communauté. On pourrait les donner, que ce soit co-géré par des groupes citoyens. Autre avantage aussi, souvent, vu que c'est des groupes citoyens communautaires, ça coûte un peu moins cher que si c'était la ville elle-même qui gérait ça de A à Z. Donc même pour la ville, parfois, c'est économique de fonctionner comme ça. Du côté de New York aussi, les parcs
de plus en plus, il y a des gens qui entretiennent les parcs, des fonctionnaires, des cols bleus payés par la ville. Et des groupes citoyens qui s'impliquent activement, des groupes de jeunes, des femmes, des personnes à la retraite, qui nettoient les parcs. Ça fait baisser les coûts d'entretien, ça crée un sentiment d'appartenance avec le parc. Puis le parc, c'est pas juste une entité gérée par une administration, c'est géré en co-gestion, d'une part par la ville, mais aussi par des groupes de citoyens, d'habitants qui prennent soin du lieu. Donc il y a cette idée-là ici qui est mise de l'avant, dans mon livre, j'essaie de montrer ça. Donc, je vais juste vous montrer quelques exemples du côté de Barcelone. Je suis parti avec des chercheurs, des acteurs d'économie sociale, une fonctionnaire de la ville de Montréal qui s'occupait de la question architecture, patrimoine, pour aller voir ce qui se passe du côté de Barcelone. Je vais vous montrer les images, je vais aller un petit peu plus vite sur ça pour ouvrir la discussion. Donc, on était un groupe ici, c'est au mois de novembre 2018. Donc, ça fait pas très très longtemps. On est allé voir, en fait, ce qui se passe du côté des initiatives citoyennes dans cette ville. Élément qui est bien intéressant, c'est la gestion civique des différents actifs urbains. Donc, ce qui est des bâtiments, espaces, équipements, des services publics. Ils se disent, on a plein de choses de la ville de Barcelone. Est-ce qu'on pourrait les transformer en biens communs, co-gérés par des groupes d'habitants? Et là, actuellement, il y a 180 communs, des choses qui appartenaient à la ville de Barcelone, qu'elle a décidé de redonner à la communauté. La ville reste propriétaire des lieux, des espaces. C'est pas quelque chose qui est privatisé, et c'est des groupes de citoyens et d'habitants qui gèrent les lieux de la ville directement. Il y a l'idée aussi de la remunicipalisation. Donc, dans beaucoup de contextes, en fait, des infrastructures comme l'eau ont été privatisées dans les années 1980, 90, 2000. Et là, il y a tout un mouvement du côté des États-Unis, d'Amérique latine, de l'Europe, qui dit on va remunicipaliser des choses. Souvent parce qu'on se rendait compte que l'entreprise privée qui gère l'eau, ça coûtait plus cher, l'eau n'était pas de meilleure qualité, il y avait des enjeux, des problèmes, c'est mieux de remunicipaliser. Et en faisant ça, il essaie de redémocratiser aussi à la fois. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Et il y a le principe aussi de la cession d'usage. Donc, dans le fond, il y a un bien qui appartient à la ville. Elle peut dire, bon, si on vous fait confiance à un groupe de 3 ou 4 associations, entreprises, quoi, qui allaient gérer ensemble un bien de la ville, vous pouvez le gérer sur une durée de 10 ans, 20 ans, 30 ans. On vous donne le lieu, on reste les propriétaires titulaires, on lègue la gestion du lieu directement. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui commencent à mettre en place. Autre élément qui est intéressant, la ville de Barcelone a mis en place un genre d'incubateur pour des entreprises d'économie collaborative. Donc, vous connaissez peut-être Uber, Airbnb. Je ne sais pas si, bon, ici, s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ou pas, peut-être pour aller ailleurs à l'étranger des fois. Dans la ville de Barcelone, ça a un poids parce que beaucoup de touristes qui viennent, ça fait augmenter le prix des loyers. On fait des loyers dans les centres. Les gens sont obligés d'aller habiter un petit peu plus loin. Et là, ils se disent, on pourrait peut-être développer d'autres plateformes numériques pour être un peu le concurrent de Airbnb. Puis là, dans le fond, ils commencent à développer des incubateurs d'entreprises. Donc, je ne sais pas si ici, si du côté là-dessus, il y a des petits incubateurs pour aider des entrepreneurs à créer des projets dans le coin ici. Des fois, c'est c'est des incubateurs privés, mais des fois, la ville, ça dépend, bon, ça a l'argent, les ressources, mais la ville peut mettre à disposition pour aider les gens à créer leur propre entreprise. Donc ça, c'est une des choses qu'ils font aussi là-bas. Autre plateforme citoyenne qui est très intéressante s'appelle Decidim, ça veut dire nous pouvons décider. C'est un logiciel libre que la ville de Barcelone a développé pour avoir de la participation numérique. Assemblée citoyenne, des budgets participatifs, initiatives que les gens peuvent écrire. Et ça, en fait, c'est utilisé par 40 villes actuellement à travers le monde, parce que c'est un logiciel libre qui est traduit en différentes langues. Donc, même si, par exemple, ici à la TUC, vous voulez utiliser le logiciel directement, je connais des gens, en fait, que j'ai rencontrés là-bas à Barcelone, puis il y a une communauté mondiale se crée qu'en France, il y a des villes qui l'utilisent pour pouvoir l'intégrer aussi. Donc, c'est un outil numérique ici. Donc, ça, c'est un truc qui existe. Autre élément, au niveau de l'agriculture, on a un groupe de citoyens qui décident de faire des liens entre les gens qui habitent dans la ville, des producteurs alimentaires locaux qui font différentes choses pour essayer de recréer des liens. Donc, créer en fait des petites coop pour permettre de retisser des liens entre des producteurs locaux puis les gens qui mangent dans les villes. Donc, c'est un truc qui se fait aussi. Atelier de vélo, partage de vélo,
applications numériques qui permettent aux gens de se partager leur char. Donc, mettons, vous avez l'application numérique, vous n'utilisez pas de votre voiture aujourd'hui, vous savez quand vous n'avez pas le mettre à disposition, vous pouvez dire que votre voiture est disponible. Et s'il y a quelqu'un autour qui veut la prendre, un système d'assurance, vous savez c'est qui, un système de confiance aussi pour éviter que la personne parte avec votre véhicule après. Mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place pour partager des véhicules. Ça peut être pour partager des choses, des outils. Donc, c'est un des trucs qu'on voit ici. Puis cet espace-là qu'on met en place, l'atelier de vélo, c'est dans un bâtiment de la ville qui a été légué pour une durée de 30 ans à cette association. Un autre ici, bâtiment industriel immense, donc elle est transformée sur de logements privés. La ville de Barcelone, grosse crise immobilière de 2008. Plus d'argent, le lieu est vide, et les groupes d'habitants qui disent « mais nous, on veut avoir cet espace-là pour faire des projets, pour développer des choses et tout ça », ont fait pression sur la ville, puis ont occupé l'espace, puis ont obtenu la gestion de l'espace. Donc la gestion du lieu actuellement qui appartient à la ville de Barcelone, c'est une gestion civique, communautaire et coopérative. Il y a 17 associations, c'est assez complexe, mais qui gèrent le lieu. Et dans ce lieu-là, en fait, ils ont créé, parce que c'est vraiment immense, des toutes petites structures en bois, parce qu'en fait, de tout faire des grandes rénovations, ça coûterait des millions et des millions d'euros pour faire ça. Ils on va créer des petites boîtes viables, les gens vont avoir des petits bureaux qu'on va pouvoir à la limite bouger, démonter ailleurs. Puis ça, en fait, il a développé un incubateur de coopératives. On se dit, bien, on veut développer l'emploi local sous le modèle de l'économie sociale des coops. Puis, dans cet espace-là, en un an, ils ont créé 45 coopératives en fait, qui habitent dans la ville de Barcelone directement, avec un espace avec des bureaux. Puis ça, c'est dans le gros complexe industrialisé. Les gens disent, on veut avoir accès à l'espace, ils font des activités culturelles, des soirées de cinéma, des espaces. Ils décident de créer des lieux pour que les gens partent des projets, créent de l'emploi. Donc ça, c'est une autre chose qu'on a vue. Des espaces, des jardins partagés, gérés par des groupes de citoyens et d'habitants. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Là, je vous ai un peu énuméré, bombardé de différentes choses, puis je vais essayer peut-être de conclure avec peut-être l'aspect, délimite des problèmes qu'on peut voir au niveau des villes. Un des éléments que je vous ai dit, la question de la centralisation du pouvoir dans les mains de l'État, puis des compétences limitées des villes. Les villes, par exemple, au Québec, n'ont pas de compétences dans le domaine de la santé, de l'éducation, puis il y a plein de lois, en fait, qui relèvent d'autres niveaux de gouvernement. Si on regarde du côté des États-Unis, le système, disons, n'a pas de commission scolaire, c'est les villes qui gèrent les différentes écoles. Du côté de la France, par exemple, les cantines dans les écoles primaires et secondaires, c'est la ville qui gère ça. Donc, ils peuvent dire, par exemple, on va gérer les cantines scolaires, on va introduire plus de production locale, production bio et autres choses qu'on est capable. On n'est pas dans le même contexte ici. Et évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas transposer parce que les villes n'ont pas de compétences sur ce qui se passe dans les écoles primaires. Mais cette idée-là ici, est-ce que, par exemple, on dit, les commissions scolaires, ce qu'ils font, peut-être on pourrait regrouper les infrastructures pour que ça soit géré par la communauté dans son ensemble. Autre élément qu'on a mentionné ici plus tôt, la question de manque d'argent, de ressources financières et autre chose. Donc ça, c'est un grave problème. Il faudrait envisager une certaine réforme de la fiscalité municipale. Donc ça, c'est quelque chose que même l'Union des municipalités du Québec met de l'avant depuis très longtemps. Ils disent la façon dont les villes ont leur propre source de revenus, ça vient principalement des taxes foncières. Donc, taxes foncières sur les propriétés immobilières. Ce que ça fait, c'est que les villes, en fait, sont un peu dépendantes de la taxe foncière pour être capables de faire les services, de faire différentes activités. Ce que ça crée, en fait, c'est un incitatif pour faire du développement immobilier qui peut être bien, mais parfois, il y a des projets, on se dit, il y a un coût environnemental plus grand, est-ce que c'est la meilleure chose qu'on doit faire? Et à court terme, on a besoin d'argent, donc on va y aller quand même. Donc, c'est des choses qu'on voit dans toutes les villes du Québec, en Amérique du Nord, c'est très, très présent. La pression des taxes foncières, vu que les villes sont dépendantes de ça, on est obligé de développer, même si parfois, ce n'est pas des projets optimaux, du point de vue de la communauté, de l'économie locale et autre chose. Et là, on pourrait peut-être envisager autre chose. Il y a des modèles comme la Suède et d'autres endroits que, par exemple, les taxes foncières, à partir d'un impôt sur le revenu, c'est pas nécessairement tout le gouvernement provincial ou fédéral, eux, ils en prennent moins, mais la ville en prend un petit peu. Ou sinon, c'est le gouvernement central
qui prélève l'argent et qui le redistribue aux villes. Dans le cas de la Suède, par exemple, la moitié du budget de la Suède est géré par les villes directement. Donc, c'est assez énorme. Dans d'autres États, du côté de l'Inde et tout ça, 2/3 du budget de tout l'État, c'est géré par les villes. On pourrait, mais là, ça demanderait des grandes réformes. Les gouvernements actuellement sont peut-être pas assez ouverts à cette idée-là, mais comment on fait pour reconfigurer qui paye quoi, comment on fait pour redistribuer différentes ressources. Donc ça, c'est des choses que j'explore dans la ville. Je n'ai pas de réponse nécessairement toute faite, mais je dis qu'il faut qu'on se pose la question, comment on fait pour surmonter ce problème-là de dépendance, de ressources. Autre élément qu'on voit aussi, qui est un enjeu, ici peut-être pas dans la communauté, au niveau des élections municipales. Dernière élection 2017, il y avait 46%, 47% des gens qui ont voté. Donc c'est une personne sur deux. Aussi au niveau, par exemple, du système municipal, il n'y a pas ce qu'on voit comme du côté de l'Europe ou ailleurs, où il y a des gens du centre, la gauche, la droite, l'extrême droite, des verts et tout ça. Il n'y a pas les partis politiques qui disent nous sommes de droite, nous sommes de gauche, autre chose. C'est des gens qui se présentent. Ça c'est très bien. Mais ce que ça fait en sorte aussi, c'est que ça ne permet pas de lire. On fait confiance à quelqu'un, il y a différentes choses qui se mettent en place, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un projet commun dans la ville? Donc ça, c'est une des choses pour lire ce qui se passe dans la ville. Il y a des gens qui disent peut-être que les partis politiques dans les villes, ça peut être utile, et là, les gens font plus confiance aux partis politiques. Il y a tout un enjeu sur ça. Donc peut-être que je vais laisser ça pour la discussion aussi. Mais comment on fait pour repolitiser la question municipale, c'est un enjeu qui se pose. Autre élément aussi, la corruption, qu'on a vu avec la commission Charbonneau, très présente dans les municipalités. Et même on dit on veut arriver là, il y a des systèmes parfois depuis très très longtemps qui ont été mis en place. C'est pas parce qu'on arrive qu'on peut tout changer, ça mène un défi particulier. Et un autre problème que ça mène, vu qu'il y a de la corruption, les gens font moins confiance. Ils disent qu'ils sont tous corrompus, ils ne s'occupent pas de politique municipale. Mais là, ça fait juste reposer le problème, puisque c'est les mêmes qui sont là encore. Puis Michel Chartrand disait à l'époque une phrase que j'ai bien aimée, il disait « Si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. » Ça crée un peu cette dynamique-là. Mais après ça, comment on fait pour changer cette dynamique-là? Je n'ai pas de réponse, je ne suis pas quelqu'un qui est impliqué directement, mais c'est pas dans toutes les villes non plus. Mais moi, je viens de la ville de Laval, puis le maire de Laval a été présent pendant 30 ans. Il a été accusé de gangstérisme. Il est en prison, je ne sais pas s'il est sorti récemment. Du côté de Montréal, on a vu, avec plusieurs départs successifs, le maire à Paul et ainsi de suite. On voit qu'il y a tout un système, en fait. C'est pas dans toutes les villes, mais c'est un autre défi qu'on a aussi concrètement. Donc, autre élément que je soulève une roche ici, quelque chose qui se cache dans la pousse ici, on peut peut-être en discuter par la suite. Constitution aussi. Dans la Constitution canadienne, les municipalités existent. C'est une division des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et provincial. Les municipalités, c'est des créatures des provinces. Et une des questions que je pose dans mon livre, c'était si jamais on veut créer un système confédéral municipaliste, on va devoir poser la question constitutionnelle. Donc, j'ouvre une boîte de Pandore ici, la Constitution, des débats très chauds qu'on a dans notre histoire, pas toujours agréables, l'indépendance du Québec ou pas. Mais si on pose la question à partir des villes, si jamais il y avait une opportunité de repenser la question de la Constitution, question des peuples autochtones, partage du territoire, partage des villes, comment on fait pour peut-être refonder tout ça? Donc ça, c'est une grande question, je la pose un peu dans le livre. Si on veut changer le système, la Constitution canadienne, où on est des souverains, on est des sujets de la majesté, il n'y a pas de souveraineté du peuple dans la Constitution canadienne. On est encore dans un système monarchique aussi. Donc ça pose la question comment on fait pour transformer ça. Donc c'est pas quelque chose qui est évident à faire, mais même du point de vue des villes, même si on est pour l'indépendance, contre l'indépendance et tout ça, à partir des villes, il y a la question qu'est-ce qu'on fait pour redonner plus de pouvoir au niveau des gouvernements de proximité. Autre complexité à ce niveau-là, l'administration publique et le partage des pouvoirs entre les niveaux de gouvernement. Parfois, la ville, par exemple, va dire je vais faire un projet ici, mais la route qui passe, c'est de juridiction provinciale. Et c'est le ministère des Transports du Québec qui s'occupe de ça. Et parfois, il y a du chevauchement qui se fait comme ça, ce qui fait que même la municipalité, parfois, elle veut faire des choses bien intentionnées, il y a des contraintes. Il faut avoir des accords, des négociations avec différents niveaux de gouvernement. Donc ça, c'est un autre enjeu qu'on a qui bloque des innovations, des changements. Et, peut-être pour conclure,
grand problème, grand enjeu, la mondialisation. Donc, un grand processus que les villes sont en concurrence les unes avec les autres. Et même si on fait des initiatives dans nos communautés, les forces économiques globales, les firmes multinationales, en fait, il y a vraiment toute une dynamique mondiale à l'heure actuelle qui fait qu'on ne peut pas changer toutes les choses dans une seule ville. Donc, ça pose la question comment on crée des liens entre villes dans une même région, les villes à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada, les villes à travers le monde. Comment est-ce qu'on fait pour créer ça? Une autre question ouverte. Je n'ai pas encore de réponse précise, mais il y a cette idée-là qu'il faut créer, voir comment on peut recréer des liens de solidarité des villes entre elles. Donc ici, je vous lance un peu les différents problèmes, défis, contraintes. Et là, comment on fait pour dépasser ces choses-là? Peut-être, avec la période de discussion, je peux amener des éléments. Là, je vous montre un peu tout ce qu'on peut faire dans les villes, à l'heure actuelle, dans le système dans lequel on vit. Et après ça, si on veut essayer de changer les choses, il y a plein de choses à différents niveaux qu'il faut qu'on change aussi pour être capable de donner la pleine place pour la démocratie dans les villes, dans les villages. Donc, je vais conclure avec ma présentation ici. Je pourrais continuer encore une heure ou deux, mais je préfère entendre, voir votre expérience, des questions que vous avez à propos de ce que j'ai dit ou des enjeux que vous vivez ici directement, si je peux amener un éclairage ou juste apprendre de ce qui se passe ici. Donc, merci de votre attention pour cette présentation. J'ai dit beaucoup de choses. Manon. Qui s'est lancé? Manon, ben oui, allez-y donc. Moi, je veux savoir pourquoi est-ce que ça a été Barcelone pour plus qu'une autre ville? Une autre ville, oui. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi je suis allé là? Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré? En fait, je dirais, c'est une série de circonstances parce que des choses qui se passent dans les villes, il y en a plein. Si on va du côté juste du Québec, à Montréal, se passe des choses, à Québec, Rimouski, Sherbrooke, dans plein de villes. Ici, je ne connais pas la toute, ça fait longtemps que je viens ici. Il y a souvent plein de mais ailleurs dans le monde. Moi, je suis allé à Berlin quelques fois. Berlin, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Ah oui. Ça ressemble beaucoup à ce que vous dites. Oui. À peu près la même chose qui s'est passée là après la chute du mur, la partie occupée côté l'Est, donc il y a eu une effervescence, tous les artistes de la France, de l'Angleterre, sont pour ça. Il y a des coopératives, c'est le même principe. En fait, je donne un exemple, puis c'est parce que je suis allé du côté de Barcelone 3 fois à peu près depuis les 5 dernières années. Je suis ce qui se fait, mais ça a pu être du côté de Rennes, je ne suis pas allé, j'aimerais ça aller peut-être un jour, mais bon, ça fait beaucoup de billets d'avion, puis là, je dis, pour l'environnement, c'est pas la même chose, il faut compenser les vols et tout ça. Mais je pense que du côté de Berlin, c'est pas la seule ville en fait. Si on va voir plein de villes, Grenoble, je suis allé, Paris, l'Italie, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, où j'ai vu plusieurs choses, j'en parle un peu dans mon livre. Du côté de l'Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Du côté de l'Amérique du Nord, dans des villes aussi sur la côte ouest, du côté Vancouver, il y a des choses qui se passent. L'Oregon, Portland, Californie. Si on va voir, il y a des initiatives que j'ai montrées là, mais qu'on peut voir des trucs semblables aussi. Ce qui donne espoir. C'est pas juste ce qui se passe dans un seul endroit dans le monde, puis ailleurs, il n'y a rien qui marche. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, pourquoi je suis allé à Barcelone? Amour de la ville, j'ai lu sur ce qui s'est passé, puis c'est plus les mouvements citoyens qui sont arrivés, qui ont conquis plein de villes différentes. Puis j'ai été plus intéressé par ça, puis ce sommet municipal, c'est peut-être un peu la raison, parce que j'en ai plutôt le sommet de Fearless Cities. C'est amené sous l'initiative de la ville de Barcelone, en fait. Donc c'est Barcelone qui a invité plein de villes, puis l'année suivante, il y avait un sommet à New York, un à Varsovie, donc même du côté de la Pologne, puis maintenant ça commence à aller à différents endroits. Et ça a été la première ville qui a pris l'initiative de dire qu'il y a des choses qui se passent, et on assembler des gens. Et après, ça se passe à travers le monde aussi. Donc, je répondrai comme ça. Moi, je m'excuse, il faut vraiment que je parle. Oui. Il est jeudi, puis j'ai une bonne semaine, puis encore demain, vendredi. Oh oui. Je vais dire une chose, ça fait 1 an et demi que je suis conseillère à la TUC, puis on me voit à l'extérieur. Ce que je trouve déplorable, c'est la solution, c'est qu'il y a un mouvement citoyen. C'est clair que, même hier, au conseil de quartier de Coron-Rural, à l'accroche à son conseil, je dis, vos projets sont où?
On nous lance des tomates en tant qu'élus, on ferme ça, on fait ci, on fait ça. Oui, on tente de consulter, mais quand c'est le moment, c'est pour quand c'est de la critique. Quand on ferme quelque chose, est-ce qu'ils sont là? Puis on est vraiment des pas fins, même si on n'est nécessairement pas relié à... Bon, par exemple, la croche, 68 personnes mars dernier qui m'ont rentré dedans. Bon, le famille pareil. Hier, 46 personnes, il n'y a pas de catastrophe. Soirée d'information Hydro-Québec sont 8. Quand c'est... Bon, voyez-vous, moi, ce que je suis déplorable, c'est qu'il faut que ça soit... faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une masse de la population. Mais on n'est pas obligé d'avoir ça. Nous, les élus, on attend juste qu'il y ait un mouvement, des coopératives. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une grève de quelque chose ou un usine qui prenne en main. Pourquoi on attend tout le temps? En un an et demi, moi, je suis convaincue que la participation citoyenne, c'est la solution. Mais bon, Dieu, elle est tout le temps là quand on ferme de quoi. Fait que on t'arrête de fermer d'autres choses, on va peut-être provoquer quelque chose. Mais c'est pas ça. Il faudrait que ça soit plus positif. C'est ça. Pas juste à la critique, il faut proposer, ça me dit comme ça. Non, mais c'est quasiment provoquer parce que ça ne peut pas. Sinon, c'est ça va bien, puis pas partout, sauf chez nous. Tu sais, partout chez mon voisin, sauf chez nous. Mais quand moi, c'est le. Il y a des contestations. C'est vrai que dans toute ma présentation, je suis un grand démocrate de participation citoyenne. Dans les faits, c'est compliqué, puis souvent, comment ça se concrétise? Les gens arrivent, ils changent quand ils ne sont pas contents, mais pour prendre l'initiative, faire des projets, commencer, proposer des solutions, se responsabiliser, les citoyens doivent se responsabiliser. C'est à l'image des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'en ai pas discuté, mais ça peut rentrer dans la même logique de débat, tout ça. Donc, comment on fait pour ça, pour essayer de sortir de cette dynamique-là de confrontation perpétuelle? Comment on peut proposer des solutions, des projets? Des fois, il y a des tables qui se créent, des fois ça fonctionne, des conflits. La communication, la confiance, pas à cause qu'on est d'un district, moi, c'est des gens qui veulent en parler, venez nous voir, on a une grosse équipe à SDF, pour pas la nommer Julie Clagagne. C'est pas juste pour les entreprises, non, mais c'est pas juste pour les entreprises privées, c'est pour tout modèle d'affaires, on dit d'affaires, mais tout modèle de développement qui viendrait subvenir à un besoin. On parle d'une soupe populaire, je vais pas s'épuiser tantôt. Pourquoi on ne porte pas un modèle, on ne se colle pas à la réalité actuelle pour assurer le futur? Tu sais, il va falloir aussi qu'en tant que citoyen, on se réveille, on arrête de regarder notre Facebook, notre nombril. Oui, c'est ça. Je suis entièrement d'accord. Comme élu, se responsabiliser, comme citoyen aussi, l'élu va s'en occuper, il faut faire les choses nous-mêmes. Évidemment, c'est ça. Évidemment, oui, on a des salaires, mais moi, je ne peux pas vous cacher qu'on reçoit environ 1300 et 1600 par mois. Mais on en fait des heures et des heures qu'on ne peut pas être à temps plein. C'est ça. C'est pas un conseiller dans un quartier qui fait une activité qui va combler le dynamisme. Vous savez qu'on confiance à un, vous allez avoir un. Là, nous, un district, oui, on représente nos citoyens, mais on ne peut pas fermer les barrières. Là. Non, c'est ça. C'est toute une dynamique-là. C'est pas ça du côté parce qu'en pleine ville, c'est ça, des fois, il y a des mouvements citoyens, ça arrive. Des fois, ils sont rendus là, on ne peut plus les aider, on va être contre eux. Alors qu'il était, non, il faut dynamiser, proposer les choses, critiquer quand c'est le temps, et quand c'est le temps de faire les choses, il faut faire les choses. Il y a comme ce jeu-là à apprendre à faire. Donc, c'est un gros défi qu'on a à apprendre à vivre en démocratie. C'est ça, c'est des choses qui sortent du processus. C'est vrai, il y a une chose aussi que je me suis aperçue dans les dernières années, c'est que oui, les termes que vous avez parlé, ça flotte, comme on peut dire. On entend parler et tout. Puis, c'est drôle parce que je parlais justement de ça au 5 à 7. Mais il y a des choses, à un moment donné, qui a voulu s'ouvrir, mais ça fait un an qu'on n'a pas entendu parler non plus. C'est qu'il y avait des programmes, un programme qui était pour sortir de la municipalité, qui est un comité citoyen. Mais ça a été en juin l'année passée, on a eu une première réunion, puis on n'a pas eu de nouvelles depuis ça. Moi, je vous dirais qu'il y a un mardi par mois que vous pouvez venir à la tribune et déposer. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que. Pour ramener les élus à leur devoir comité-là, mais c'est ça, mais ce comité-là, on était plus qu'une cinquantaine la première fois, et tous les gens, oui, ils se demandaient qu'est-ce qu'on va avoir, on veut être là, c'était pour demander le pouls aux concitoyens. Aux citoyens. Puis là, on était là, puis oui, puis on veut, on veut demander votre pouls. Mais là, à un moment donné, on était là, puis on demandait à la ville. Puis il y a eu, à un moment donné, on a eu un petit email comme quoi qu'on était pour avoir de quoi. C'était en novembre l'année passée. Mais c'est ça, c'est qu'on veut, par les organismes, ils en font du travail, là, puis ils se réunissent ensemble. Puis de plus en plus, dans les dernières années, qu'une chance qu'il y ait des organismes, parce que ce soit pour
pour la santé mentale, que ce soit pour un autre sujet ou pour la défense, justement, la défense des droits sociaux. Mais c'est quand même, c'est de quoi qui n'est pas évident, parce qu'on a toujours, c'est qui est plate, c'est qu'on a toujours les finances au bout qu'on n'a pas. Mais je pense que ce serait important de venir à une réunion du conseil, puis d'interpeller la personne qui a parti ce comité-là, pour qu'elle donne une réponse à la période des questions. Parce que ça, des fois, on rappelle, on communique. Non, mais en allant à la réunion du conseil, c'est public. Tout le monde est là. Fait que ça prend une réponse. Là, tu poses une question, c'est là. C'est ça, mais tu sais, on ne veut pas toujours être la même personne. On était plus d'une C'est pas encore cinquantaine. mieux, un ami m'a posé la question, c'est une première fois. Non, mais je On va aller une autre fois, en allant à la ville, je reste pas loin de la chose de la ville, puis j'avais pas de réponse. Non, mais je veux dire, la réunion du conseil. La réunion du conseil, c'est là que ils ça donnent des fait réponses. officiellement. Mais c'est que c'est public. Ouais, mais c'est ça, peut-être que j'avais la même pensée que les autres, qu'on n'aurait pas de réponse pareille. Bon, je propose, mais c'est Ben, là que conseil. c'est votre tribune à vous, les citoyens, puis les cadres, tout le monde est là pour y répondre. Mais c'est ça, c'est parce que comme je voyais, c'est qu'il y avait, on était supposé d'avoir plus de tribunes par rapport à ce qu'on fait. Puis en fin de compte, c'est ça, là, on se disait, ben oui, on est prêt, il y en a qui étaient dans deux comités, d'autres qui étaient sur cette même. Moi, je vous invite à nous rappeler dans le district d'eau, les fins de vos réunions. C'est longue vie, il n'y a pas, c'est quelque chose à venir voir. Mais c'est ça, c'est que la chose aussi, c'est que oui, il y a plein d'actions, mais c'est ça l'affaire dépendant des villes, des villages. J'ai été dans plusieurs villes, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut peut-être un minimum de personnes qui en fassent partie de ces groupes-là. C'est pas évident. C'est un enjeu. J'ai vu plusieurs mains. Je vais rebondir sur ça. Je vais laisser aussi la parole. Je vais revenir sur ça. Il y a quelqu'un ici. Il y a d'autres gens aussi qui avaient main. Moi, tu me diras si je me trompe. Tu parlais de la corruption tout à l'heure. Si les hauts dirigeants seraient payés à leur juste valeur et qu'il n'y aurait pas de corruption, moi, tu me diras si je me trompe, je pense qu'on aurait assez d'argent pour que tout le monde soit là. Ok. Tout le monde soit là. Oui, ça pourrait jouer, c'est ça, l'argent. Dilapidé et tout ça, on pourrait la redistribuer pour faire des projets d'autres choses. Il reste en jeu là. Parce qu'ils se brassent de la grosse argent. Je ne sais pas au niveau, à quel niveau, dans quelle ville et à l'heure, mais il y a en jeu là. L'argent là, la mettre dans les coffres de la ville, faire des projets, des initiatives, c'est quelque chose là. Voilà. Mais je peux peut-être répondre à ça. Puis si vous avez d'autres questions, levez la main aussi. Je dirais que c'est un enjeu. La participation citoyenne, si on a des vies occupées, on se sent plein de projets d'initiatives, on a notre travail, notre famille, nos enfants. De se libérer du temps pour le conseil municipal, des fois on n'a pas le temps. Quand on est un groupe, on se dit, OK, sinon je ne peux pas y aller, est-ce que quel groupe peut y aller? Des fois les organismes sont plus petits, donc c'est difficile de se rendre. Et la séance du conseil municipal, il faut investir aussi. Mais moi, j'ai écrit un livre sur ça. Je suis au conseil municipal depuis que j'ai écrit peut-être 5-6 fois. Donc, je ne vais pas à toutes les fois. Je me dis, bon, parce que je suis mauvais citoyen, je ne vais pas assez. Je parle de ville et même moi, je ne vais pas constamment. Et je suis allé des fois. Parfois, c'est bien parce qu'une ouverture des élus, on pose des questions. On a le temps d'interpeller les élus et faire le suivi. On a une responsabilité comme citoyen pour faire ça. Mais souvent, ce que j'ai vu, on voit avec Infoman, il parle politique municipale, puis Infoman, ils mettent des images, un peu des bijoux. Des fois, c'est pas très rose. Les gens posent des questions. Bon, des fois, très bonnes questions, des questions un peu différentes, étranges et autres. Et les élus ne répondent pas toujours non plus. Parfois, on met la séance de questions avant, ou des fois après, et ça ne prend pas de décision. C'est juste pour discuter, puis après ça, les décisions, c'est des chiffres, des numéros, c'est voter, 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 voter. Et moi, quand je suis allé au conseil municipal, généralement, c'est la période des questions des citoyens. On a une interaction, c'est bien. Mais après ça, les élus adoptent des budgets, des millions de dollars en termes d'investissement de ça avec des codes, des chiffres. Nous, comme citoyens, on n'a pas leur jour en avance. On regarde ça, c'est complètement opaque, on ne comprend pas la structure. C'est difficile. Même moi que j'ai une thèse de doctorat en philosophie, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon conseil d'arrondissement, conseil municipal. C'est trop complexe, même les citoyens disent. Donc, comment on peut rendre ça plus ouvert, plus compréhensible, lisible, et cet enjeu-là aussi. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de défis à faire, fait que même l'instruction municipale qu'on a faite, parfois c'est ouvert, on peut y aller, on peut avoir une influence, une interaction avec les citoyens, puis le fait qu'on y aille, ça permet que les projets suivent.
Parfois, on y va, et même si on y va, qu'on pose une question, on n'a pas de réponse. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer autre chose à côté. Bon, fait que là, je suis en train d'ouvrir des choses ici. Donc, politique municipale, c'est pas rose-rose, non. C'est pas tout seul. Il y a des défis, mais on doit commencer à s'y investir au moins pour que les choses bougent. C'est ça, il y a certaines affaires que tu parlais, puis qu'il y aurait, je me disais, bon sang, il y en a des personnes qui auraient dû être ici parce qu'ils connaissent un peu, mais c'est, comprends, c'est des choses que les autres ils viennent émettre. Puis après ça, tu te dis, ouais, il aurait peut-être appris un petit peu plus. Et moi, je pense qu'il va y avoir une vidéo peut-être sur le site ou la présentation, si vous allez avoir au niveau numérique de ça. Mon livre, il parle un peu de ce qui se passe en général au niveau des villes. Je n'ai pas de guide concret pratique. Là, je suis en train de penser à écrire une suite du livre, un petit guide vraiment concret pratique. Comment faire pour s'impliquer concrètement dans la municipalité, c'est quoi les outils, les pouvoirs, un cours 101 politique municipale pour faire des choses. Donc, il y a ça. Et comme j'ai montré, le municipaliste, c'est pas juste d'aller dans son conseil municipal, il y a ça quand il faut le faire, ou se présenter, ou aller voir les élus, mais c'est aussi faire des projets concrets dans son milieu aussi. Donc, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, comme citoyens, pour faire une différence par des activités culturelles, des activités comme on fait ici, des activités de bingo, des jardins communautaires collectifs. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour changer sa communauté et comment la ville peut nous aider par la suite à faire ça. Parfois, c'est un frein, mais parfois, elle peut beaucoup aider. Puis là, il faut aller voir des fonctionnaires, il faut aller convaincre les gens, mobiliser parfois. Des fois, il n'y a pas besoin de faire un gros groupe. Aller voir les bonnes personnes qu'on connaît dans la ville, puis les trucs peuvent débloquer vite aussi. Donc, parfois, dans les plus petites communautés, ça va plus vite, parce qu'on peut aller voir les gens, on les connaît, et les choses peuvent avancer aussi. Donc, ça, c'est un autre avantage qu'on n'a pas dans les grandes villes, parce que les élus, les fonctionnaires, c'est des millions d'habitants. Oui, vas-y. Ici, il y a un petit village, Lac-Édouard, qui a moins de 200 habitants. C'est un bel exemple au niveau du Québec, un petit village qui est pris en main. Puis, même les loups, ils sont ouverts un magasin général, une petite place de moins de 200 habitants, puis ça vit. OK. Est-ce que c'est un nouveau cas général, mais il y en avait un avant qui l'ont C'est nouveau, c'est nouveau. C'est OK. une coopérative. OK. Il dit c'est 200 habitants, mais il y a 200 chalets. Donc, c'est ça qui fait vivre l'économie. L'économie, c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de chalets aussi. L'été, ça double, puis ça triple. Ça triple, ça quadruple durant l'été, tu sais, c'est sûr que c'est un peu plus facile, puis ils ont eu un apport économique du gouvernement aussi. Oui, c'est ça. Il faut aller chercher du financement après. Donc, il vaut la ville peut aider, mais il faut aller trouver qui faire vivre ça aussi, là, c'est magnifique. Mais moi, au niveau d'une ville, ça prend du leadership. Ça prend des gens disponibles dans le conseil de ville, des gens intéressés, qui ont du cœur au ventre. Absolument. Parce qu'ici, le conseil de ville a annoncé il y a un an qu'il y aurait des tables d'échange. Il y a eu une cinquantaine de citoyens qui ont fait leur service pour gérer ces tables-là. Il y a eu une seule rencontre en juin 2018. Puis après ça, c'est tombé mort. Moi, auprès du maire, au mois de décembre, j'ai fait une relance. Fait que là, il a dit c'est une conseillère, en fin de compte, qui doit s'en occuper, qui s'en occupe pas, des raisons personnelles, tu sais. Mais c'est de valeur parce que le momentum est tombé. Pour moi, c'est un mandat de 4 ans qui est scrappé. Parce que même moi là. Commence un peu comme ça. Même si à l'automne, il me dirait OK, on va faire les tables, on dirait qu'ils vont être forcés de le faire. Fait que c'est de valeur parce qu'aux dernières élections, il y a 5 nouveaux membres du conseil sur 7, puis il y a un nouveau maire. Fait que moi, je sentais qu'il y aurait une certaine ouverture, mais c'est pas le cas, tu sais. Fait que, parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus un conseil de ville, de sénateurs, que des élus proches du monde, proches du peuple, tu sais. Fait que... Ça, c'est le défi. Il faudrait voir. Je ne connais pas assez l'équipe, puis moi, je suis quelqu'un d'extérieur. Je peux comme écouter sans avoir de plus loin informé, vu que je ne suis pas ici, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est l'équipe, la période d'apprentissage, c'est des nouveaux? Parfois, la première année, tu apprends à faire les choses. Je ne sais pas pour les excuses non plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais des fois, c'est apprendre comment ça marche, faire le truc. Il faut vraiment du leadership, du courage. Puis si le leadership n'est pas présent dans le conseil municipal, il faut un leadership citoyen. Puis là, des pistes, je ne sais pas c'était quoi le rôle des tables, c'était quoi leur fonction, qui allait être assis, ça allait être quoi leur rôle. Sinon, autre chose qui se passe du côté de Montréal, c'est des tables de quartier.
c'est les groupes d'habitants, les groupes d'associations communautaires citoyennes qui ont créé les tables eux-mêmes. Et après, c'est ça, ça prend du financement, du budget. Il faut voir après comment. Et si la ville ne veut pas le faire, il faut que les citoyens se donnent leur propre table. Comment on le fait concrètement, ça n'est pas leur rôle, leur fonction, leur budget. Puis après ça, on cherche à se faire reconnaître. Ah, vous n'avez pas fait les tables, on les a faites nous-mêmes. Mais après, on veut qu'on. Donc, il y a toute une étape peut-être à aller voir. Si vous voulez avoir des tables, ça peut être un lieu de concertation, de discussion. Donc, c'est ça. Et là, je lance des idées en l'air, je ne sais pas concrètement. C'est quoi? Je parle de Je la pense que table c'est le porteur citoyenne. de la table qui connaît pas. Parce qu'il y a une autre table qui a été créée la semaine passée. On a notre première réunion la semaine prochaine. Bon. Oui, mais c'est en. Ça dépend c'est où. Peut-être ici, dans une autre région, la table Comme on est dit, la vivante. leader, celle qui a parti ça, ben, elle n'a pas tenu, parce que c'est ça. Puis moi, c'est ça que je trouvais depuis dans les années 70, ça, un village ou une ville, le CA, il était avec, c'était le chose de ville, la municipalité était avec les citoyens, tandis que maintenant, c'est des choses, des groupes administratifs. C'est les enjeux. Se voit plus comme une administration de la ville et non vers la communauté. On ne le voit plus sur le Il y a des choses qui sont ne voit plus, mais on peut peut-être, je pense, retransformer. Il faut changer de regard, puis c'est pas évident à faire. Tu sais, au municipal, quand vous avez moins de 50% des gens qui vont voter, 47%, c'est pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est un Le gros défi. gouvernement le plus proche des gens, fait que c'est un signe, tu sais, la population est de la mort, tu sais, elle ne croit plus en rien, ou c'est l'individualisme, ou la société qui a changé. Mais parce que pour les élus, c'est pas facile, parce que tu as une bureaucratie où souvent, c'est dérange le moins souvent possible. On fait notre train-train, puis parce que c'est certain que des mouvements sont là pour apporter le changement. Ça, c'est pas facile. Mais, ce qui est intéressant, il y a tout ça, mais dans des endroits, on voit réapparaître un certain réveil, un projet comme Saint-Édouard, le magasin général, où il y a des projets qui émergent, puis il y a des villes actuellement au Québec à différents endroits, Sherbrooke, Rimouski, tout ça, oups, il y a une dynamique. On sort d'un état amorphe vers un état de réveil, des visions, puis là, il y a des projets qui émergent, puis on sort de cette idée-là administrative, tout ça, les gens se mettent à faire des choses. Et merci beaucoup, là, je vois que les gens qui parlent. Peut-être on pourrait poursuivre la discussion un peu ici après. Puis je vous remercie. Merci beaucoup pour la discussion. Et je vous invite à réfléchir à tout ça. Puis, merci. Merci à vous.